aujourd'hui, on a choisi Jean-Pierre Luminac, que vous connaissez tous, qui va nous emmener faire de grands voyages. Je crois que le Club Méditerranée ne doit pas être ici, il n'ose pas rentrer, parce que là, des voyages comme cela, nous sommes les seuls à le proposer à l'Institut d'astrophysique de Paris, en tout cas grâce à toi. Eh bien, j'en dis pas plus, hein. Je crois que c'est pas la peine que je te présente, tout le monde te connaît, tout le monde sait que tu vas nous parler de ça. Des trous noirs, énergie sombre et le destin de l'univers. Merci. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour voilà, cette conférence. Je vais revenir un petit peu à mes premiers amours, puisqu'après de nombreux détours, notamment par la cosmologie et les univers chiffonnés, je suis revenu récemment sur un de mes sujets de prédilection, les trous noirs, et puis les astres étranges en général, les astres compacts, et puis les replacer également dans un contexte cosmologique, d'où ce dernier ouvrage. Je me souviens lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet, à la fin des années 1970, ce qui ne me rajeunit pas, dans la communauté astronomique, il y avait encore un certain scepticisme envers le statut expérimental des trous noirs, car même si on commençait à détecter dans le ciel des phénomènes célestes, émissions de rayons X de haute énergie, dans certains systèmes binaires, etc., ou émissions à grande échelle dans des noyaux lointains de galaxies, il n'était pas du tout évident que ces objets étranges, d'abord issus de l'imagination des théoriciens, existent bel et bien dans l'univers, et il y avait de nombreux contradicteurs, comme il est de bon ton en science, évidemment, d'avoir des contradicteurs. Il y en a encore aujourd'hui, même si les trous noirs sont aujourd'hui quand même consensuellement acceptés, par les théoriciens bien entendu, pas par tous non plus, et également aujourd'hui par les astrophysiciens. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis permis cette petite exergue sur mon livre amusant qui est dû à Topor en fait. Voilà, vous pouvez lire ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'aphase-erreur qui soit glissée dès le début, c'est-à-dire dans le corps même de la relativité générale qui permet effectivement de prédire l'existence des trous noirs. Alors c'est justement dans le cadre de la relativité générale que l'on peut parler de façon pertinente des trous noirs, même si, comme vous le savez sans doute, on peut déjà imaginer des astres invisibles, comme cela a été fait déjà par Laplace et Mitchell dans le cadre de la gravitation newtonienne. C'est uniquement avec la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire une théorie de la gravitation relativiste dans laquelle la gravité est décrite en fait par un phénomène purement géométrique de courbure extrême de l'espace-temps au voisinage des corps massifs, ce qui est donc montré de façon très symbolique par ce tissu élastique. C'est dans ce cadre-là que les trous noirs peuvent être décrits de façon pertinente en tant que déformation extrême. Alors justement, un petit peu les pères fondateurs, enfin, quelques grandes figures de l'histoire des trous noirs, il y en a beaucoup bien entendu, j'en montre 4 seulement. À partir du moment où les équations d'Einstein ont été données en 1915 et 1916, liant donc le degré de courbure de l'espace-temps à la distribution de matière et d'énergie, très tôt une solution a été découverte, la solution décrivant la forme de l'espace-temps autour d'une masse sphérique et statique. Statique par exemple qui ne tourne pas. Donc du coup une masse statique et sphérique nécessairement. Voilà. Et donc ça décrit la forme de l'espace-temps extérieur. Cette solution a été trouvée par Karl Schwarzschild. Et en fait cette solution peut décrire aussi bien l'espace-temps autour d'une masse quelconque, non effondrée en trou noir, comme le Soleil par exemple, qui avec une assez bonne approximation est sphérique et statique, même s'il tourne un peu. Donc pour décrire par exemple le système solaire relativiste, mais aussi donc pour décrire des solutions de trous noirs. Une autre figure essentielle, à l'époque de Schwarzschild, la solution était écrite, mais on n'a pas encore imaginé en 1916 que ces solutions puissent décrire des concentrations aussi extrêmes, car il y avait un obstacle physique qui était celui d'imaginer des astres condensés avec des très hautes densités. Et donc, en fait, le pionnier de ces investigations, c'est le célèbre astrophysicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar, qui, dès les années 1920-1930, a étudié ce qu'on appelle les équations d'état dégénérées de la matière électronique pour prédire l'existence des naines blanches, un premier stade, donc, d'effondrement gravitationnel des étoiles. Dès lors, la porte était ouverte à l'investigation des astres compacts, c'est-à-dire d'un processus fondamental de la relativité générale qui s'appelle l'effondrement gravitationnel. Et les stades différents de l'effondrement gravitationnel. Alors on peut dire que la théorie des trous noirs a réellement pris consistance avec les travaux de Robert Oppenheimer,
qui a fait également des travaux fondamentaux, comme vous le savez, sur les étoiles à neutrons, mais qui, en 1939, a publié un article avec un de ses collaborateurs où il décrit pour la première fois la formation d'un astre qui ne porte pas encore le nom de trou noir, un astre suffisamment massif pour que aucune équation d'état de la matière ne puisse résister à l'effondrement gravitationnel, et pour la première fois, dans le cadre pur de la relativité générale, c'est-à-dire courbure de l'espace-temps, il démontrait qu'il y a une configuration très spéciale où il y a une sorte de poche de l'espace qui est en puits, qui se creuse et qui va déconnecter en fait le fond de la poche par rapport à l'univers extérieur. C'est donc l'anticipation de ce qu'on appelle donc de façon moderne le trou noir. La dernière figure que je montrerai, même s'il y en a beaucoup d'autres, bien entendu, Carter, Hawking, Penrose, etc., c'est John Wheeler, qui a joué également un rôle très important dans tous les développements théoriques à partir des années 1960-1970, auxquels on doit beaucoup de la terminologie également, puisque le terme de trou noir a été black hole initialement, a été proposé par John Wheeler en 1968. Donc, auparavant, ces astres n'étaient pas nommés trous noirs, ils étaient nommés selon les pays, étoiles gelées, astroclus, astres invisibles, etc. Et le terme de trou noir a beaucoup joué dans le succès médiatique de ces astres étranges. Voilà. Donc, oui, eh bien, ici, j'ai mis à droite l'interrogation qui se posait. Que se passe-t-il lorsque l'objet en question, l'astre qui cause localement une déformation dans le tissu élastique de l'espace-temps, devient extrêmement condensé, extrêmement compact? Que devient cette déformation? Voilà. Alors, donc, je vais aborder 4 sujets. Bon, c'est un vaste programme, donc ça va être assez dense, c'est normal. Hein, si je vous parle des trous noirs, ça doit être dense. Donc je vais commencer par vous donner quelques aperçus sur la formation des trous noirs en tant que processus astrophysique. Hein. Après, je reviendrai à la physique fondamentale, quelques propriétés fondamentales des trous noirs, surtout dans les développements relativement récents. Après, il y a quand même beaucoup d'astronomes ici, donc le côté observationnel, où en est le statut expérimental des trous noirs, et puis éventuellement, si j'ai le temps, le rôle des trous noirs dans l'évolution cosmique en général et dans le destin futur de l'univers. Donc vous voyez, vaste programme. Alors commençons par les processus de formation de trous noirs. Ça nous amène tout simplement à considérer, par exemple, les grandes lignes de l'évolution stellaire. Alors je vous rappelle très brièvement que les étoiles, la plupart des étoiles ordinaires, c'est-à-dire avec des masses modestes, comme la masse du Soleil, brûlent leur carburant, hydrogène, et lorsque le carburant est épuisé, ces étoiles connaissent un bouleversement de leur structure qui les conduit à la formation d'un objet compact central, que l'on appelle une naine blanche, et donc l'évaporation, la dissolution progressive de l'enveloppe de l'étoile dans ces magnifiques objets astronomiques que l'on appelle des nébuleuses planétaires, pour des raisons historiques, puisque ça n'a rien à voir avec les planètes, bien entendu. Voilà. Donc déjà, on a ici un premier exemple de formation d'un objet assez concentré, mais dans lequel l'effondrement gravitationnel a été stoppé par une résistance de la matière, qui, en termes techniques, s'appelle la pression de dégénérescence électronique, voilà, qui va résister à la compression gravitationnelle. Et typiquement, on a des objets qui ont la masse d'une étoile, une masse solaire, disons, mais qui ont la taille d'une petite planète comme la Terre. Donc ce sont déjà des objets à densité relativement élevée, de l'ordre d'une tonne par centimètre cube. Bien. Le stade suivant, qui concerne un peu moins de 10% des étoiles, disons les étoiles plus massives que 10 fois la masse du Soleil, finissent leur vie de lumière de façon beaucoup plus spectaculaire dans des explosions, les fameuses supernovas. Donc ici, vous reconnaissez le reste de supernova le plus célèbre, supernova du Crabe, qui est en fait une étoile qui a été vue donc, apparaître dans le ciel en l'an 1054 par un astronome chinois et qui correspond donc en fait à l'explosion d'une étoile massive. Alors en fait, dans ces étoiles plus massives, le cœur de ces étoiles subit l'effondrement gravitationnel, outrepasse la limite possible de stabilité des naines blanches, sur laquelle je vais revenir, et forme un objet encore plus dense qu'on appelle une étoile à neutrons. Et là, l'effondrement gravitationnel est stoppé par une résistance de la matière encore plus dure que celle des naines blanches, qui est en fait la pression de dégénérescence des neutrons, cette fois-ci. Donc imaginez l'étoile à neutrons, une sorte de gigantesque noyau atomique neutre, formé quasiment de neutrons occupant leur espace vital minimum, donc un objet à très haute densité, de l'ordre du milliard de tonnes par centimètre cube. Imaginez la masse d'une montagne tout entière réduite dans un dé à coudre.
Alors là encore, il s'agissait de spéculations initialement théoriques, puisque les étoiles à neutrons ont été prédites théoriquement dans les années 1930. Il a fallu attendre le milieu des années 1960 pour que les étoiles à neutrons soient découvertes effectivement dans le ciel, sous forme d'astres en pulsation, que l'on a appelé des pulsars, des astres qui émettaient des pulsations radio. Donc aujourd'hui, on connaît des milliers de pulsars qui émettent en fait sous toutes les longueurs d'onde, donc également en optique, en rayons X, etc. Bien, donc ça c'est le deuxième stade de l'effondrement gravitationnel. Et donc l'agrandissement ici, vu par le télescope spatial du vestige de la supernova, ici c'est un cliché pris à l'Observatoire européen austral, ça c'est un agrandissement par le télescope spatial. Donc le petit point que vous voyez là, c'est une étoile à neutrons. Normalement, ça devrait clignoter, s'allumer, s'éteindre 33 fois par seconde. C'est la vitesse de rotation de l'objet en question. Donc voilà, je vous rappelle aussi ce que vous savez sans doute, le phénomène du pulsar. Donc c'est une étoile à neutrons en rotation extrêmement rapide avec un champ magnétique extrêmement puissant. Et donc l'émission de rayonnement au-dessus des pôles magnétiques, d'un rayonnement très focalisé à la façon de faisceau d'un phare, qui tourne évidemment modulé avec la rotation, la vitesse de rotation de l'étoile. Et donc les pulsations radio ou autres que l'on reçoit des pulsars ne reflètent que simplement le rythme de rotation des étoiles. Alors donc maintenant, y a-t-il d'autres états dits froids de la matière? Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire un état froid? Ça ne veut pas dire un état sur lequel on peut toucher et on va avoir froid, parce que ce qu'on appelle l'état froid de la matière, c'est un état dans lequel l'équilibre de l'étoile n'est pas soutenu par une pression d'origine thermique. Mais par exemple, une naine blanche ou une étoile à neutrons sont dits des états froids parce que c'est une pression d'origine quantique. Même si la surface d'une étoile à neutrons est de 10 millions de degrés, on va dire que c'est froid. Alors existe-t-il un autre état froid? En principe, oui, le trou noir. Alors ça, c'est un diagramme général issu à la fois d'observations et surtout de gros calculs d'ordinateur sur l'évolution générale des étoiles en fonction de la masse initiale. Ici, vous avez la masse initiale des étoiles. Ici, vous avez leur trajet au cours de leur évolution. C'est forcément un trajet vers le bas. Ici, vous avez la densité. Ici, vous avez la masse. D'accord? Donc, l'évolution d'une étoile est forcément vers le bas, parce que les étoiles perdent toujours de la masse au cours de leur évolution, bien entendu. Elles perdent un peu de masse, qui serait une évolution un petit peu vers la gauche, et puis vers le bas, parce que les étoiles, en se comprimant, deviennent plus denses. Voilà. Alors, l'acquis principal des théories de l'évolution stellaire, c'est que les étoiles dont la masse est inférieure à peu près 8 à 9 fois la masse du Soleil terminent en naine blanche, mais Chandrasekhar a démontré qu'il ne peut pas exister de naine blanche plus massive qu'une certaine limite, qui s'appelle donc la limite de Chandrasekhar, 1,4 fois la masse du Soleil. Les théories d'évolution suggèrent que pour les étoiles dont la masse est comprise entre 8 ou 9 fois la masse du Soleil et environ 40 fois la masse du Soleil, le cœur de ces étoiles va outrepasser la masse du cœur résiduel, inférieure évidemment à la masse initiale, mais la masse du cœur résiduel va outrepasser la limite de Chandrasekhar. Donc on va avoir plutôt une étoile à neutrons. Ici. Mais simplement, Landau, Oppenheimer et Volkoff ont démontré que, même chose, les étoiles à neutrons ne peuvent pas avoir une masse arbitrairement grande, et cette masse limite est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil. C'est la raison pour laquelle on pense que seules les étoiles plus massives qu'environ 40 fois la masse du Soleil, il y en a très peu, en moyenne 1 sur 10 000, enfin compte tenu du grand nombre d'étoiles dans la galaxie, et ne parlons pas dans l'univers, ça fait quand même pas mal de possibilités, eh bien ces étoiles, lors de leur effondrement gravitationnel, sont censées s'effondrer avec un effondrement ne connaissant pas de frein, c'est-à-dire aucune pression de dégénérescence de quelque matière que ce soit ne peut arrêter l'effondrement gravitationnel, donc c'est la formation éventuelle d'un trou noir. Alors, ces dernières années, des astrophysiciens ont essayé de spéculer sur l'existence d'états intermédiaires ou éventuellement d'états plus denses que ceux des étoiles à neutrons qui éviteraient le sort du trou noir. Parce que l'idée d'un trou noir, un effondrement sans frein, ça peut gêner éventuellement certains. Parce que ça aboutit parfois à des conséquences physiques un petit peu extrêmes et qui paraissent parfois extravagantes, comme on le verra. Alors donc on a imaginé la possibilité d'étoiles dites à quarks. Pourquoi? Parce que dans notre compréhension sur la constitution ultime de la matière, on sait qu'en fait les noyaux, qui sont composés de protons et de neutrons, sont eux-mêmes composites, c'est-à-dire les particules protons et neutrons sont constituées de quarks, qui sont censés être vraiment des briques beaucoup plus fondamentales. Alors on s'est dit, lors de l'effondrement gravitationnel, eh bien pourquoi ne pas imaginer que les neutrons eux-mêmes soient finalement écrasés et que l'étoile se réduise à une configuration encore plus compacte, qui serait en fait une sorte de fluide de quarks au contact les uns des autres.
Alors donc, on appelle ces étoiles à quarks, on les appelle aussi étoiles étranges, parce que, c'est un jeu de mots un petit peu, parce qu'en fait, il se trouve que ces étoiles-là seraient constituées uniquement de quarks d'un certain type. Il y a 6 types de quarks, et parmi l'un de ces types de quarks s'appelle le quark étrange, strange quark. Donc voilà, ces étoiles à quarks seraient des étoiles donc étranges, mais finalement, les calculs de stabilité de ces étoiles à quarks montrent qu'une étoile étrange serait finalement guère plus compacte qu'une étoile à neutrons, et en aucun cas, ça ne fournit une alternative au trou noir, pour la raison suivante, c'est qu'on peut également tracer un diagramme de stabilité de ces objets-là, c'est-à-dire la masse en fonction du rayon. Alors, ben voilà, prenons par exemple une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, elle est caractérisée par une masse et un rayon, avec une relation qui les lie. Admettons qu'une étoile à neutrons accrète de la matière, donc sa masse augmente. Donc sa masse augmente, le trajet d'évolution va vers là. Donc la masse augmente, et puis comme il y a une masse limite, masse maximum, 3 masses solaires, je vous ai dit, une fois que cette masse limite est atteinte, bon ici c'est un peu moins de 3, mais peu importe, hop, forcément ça s'effondre et ça donne un trou noir. Le diagramme d'équilibre des étoiles étranges, c'est celui-là. Ben, pareil, les étoiles étranges ont également une masse limite, qui est même plus petite que celle des étoiles à neutrons. Donc vous voyez, c'est une étoile étrange, si elle accrète de la matière, ne peut pas devenir arbitrairement massive, et également vouée à s'effondrer en trou noir. Et également, vous voyez ici, par ce diagramme, en quelque sorte de changement de phase, qu'une étoile à neutrons pourrait également éventuellement bifurquer pour devenir brusquement une étoile étrange. Imaginons un cœur de quark qui se forme, un cœur étrange qui se forme des étoiles à neutrons. L'étoile entière se transforme en une étoile étrange, mais après on se retrouve sur cette courbe-là, et en aucun cas on ne peut éviter le sort du trou noir final. Donc c'est sur la base de ce type de considération que l'on considère donc qu'il n'y a pas d'alternative actuellement plausible au trou noir pour les étoiles dont la masse dépasse donc une certaine valeur. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est une petite carte du ciel austral montrant certaines constellations, et notamment la constellation de la Carène. Ici, je vous mets, je sais que j'aime bien la poésie, je vous mets une petite strophe d'un petit poème de Guy Evic. Voilà, les nuits sont si claires qu'elles sont comme un appel. Il peut y avoir tellement d'étoiles que dans ce fouillis solennel, à peine si tu distingues ça et là quelques étoiles, celles qui sont condamnées. Eh bien, figurez-vous que dans cette carte-là, il y a une étoile qui est condamnée à court terme, c'est celle-là. Elle s'appelle Eta Carina, dans la constellation de la Carène. Elle a une masse de 120 fois la masse du Soleil. Elle a une luminosité phénoménale, 5 millions de fois la luminosité du Soleil. Elle est en très mauvaise santé, comme vous pouvez voir sur ce cliché. Ça veut dire que dans les quelques milliers d'années à venir, elle va exploser. Probablement pas compte tenu de sa masse en une supernova ordinaire, mais dans une version exagérée de la supernova qu'on appelle une hypernova, pour laquelle les dernières théories astrophysiques prédisent que l'effondrement du cœur donne naissance à un trou noir. Alors, à ces explosions d'hypernova, on pense aujourd'hui que des phénomènes célestes connus depuis 30 ans et qui ont longtemps été extrêmement mystérieux, mais qui sont très importants pour l'astrophysique des hautes énergies, que l'on appelle les sursauts gamma, on pense qu'il y a une association entre les explosions d'hypernova et certains types de sursauts gamma. Un sursaut gamma, c'est une bouffée brutale de rayonnement gamma qui viennent d'une certaine direction du ciel extrêmement localisée, qui dure entre quelques fractions de seconde pour les courts à quelques dizaines de secondes pour les longs. Ils émettent une énergie en quelques fractions de seconde ou en quelques secondes, une énergie phénoménale, équivalente à l'énergie de 1000 ou 10 000 milliards d'étoiles durant toute leur vie. C'est une énergie absolument extraordinaire. Et donc ces objets extrêmement mystérieux commencent aujourd'hui à être modélisés de façon plausible en termes en fait de libération d'énergie gravitationnelle. Pour produire des énergies aussi phénoménales, il faut convertir
en énergie une fraction importante de la masse de l'étoile, avec le E égale mc2, il faut que le rendement de la conversion soit efficace. Pratiquement une bonne partie de la masse de l'étoile doit se volatiliser en énergie. Et en plus, il faudrait que cette énergie soit focalisée en direction de l'observateur, c'est-à-dire éjectée essentiellement dans un jet très puissant qui collimate l'énergie et nous fait effectivement voir un phénomène fabuleusement énergétique. Donc bref, si je m'attarde à ce point, je n'arriverai même pas à la moitié de ma conférence, j'avance. Il y a deux catégories de sursauts. Il y a les sursauts longs et les sursauts courts. Les longs durent quelques secondes, les courts durent de l'ordre de 0,1 seconde. La modélisation, dans les deux cas, fait intervenir, il y a plusieurs modélisations, mais les modèles les plus plausibles actuellement, font intervenir la formation de trous noirs. Pour les longs, ce seraient des hypernovas, dont le cœur s'effondrerait en trou noir, mais en trou noir en rotation, avec donc une asymétrie qui fait qu'une partie de l'étoile n'est pas éjectée, une partie de l'enveloppe n'est pas éjectée, il y a une partie qui est accrétée sous forme d'un disque, d'accord ? Et tandis que les sursauts courts seraient formés par la coalescence, la fusion de deux étoiles à neutrons, une binaire. Les deux étoiles coalescent, forment un trou noir, évidemment, puisque la masse dépasse la masse critique, avec également ses propriétés d'accrétion, et avec donc, en raison de l'asymétrie du système, L', la dissymétrie du système, l'émission de l'énergie dans deux jets, qui vont donc collimater l'énergie et la concentrer. Et quand ce jet est dirigé vers la Terre, on capte un sursaut gamma, qui nous semble produire cette énergie absolument phénoménale. Donc, bref, la conclusion de cette affaire, pour la première partie, c'est que, donc, aujourd'hui, consensuellement, on a tendance à penser que toute étoile supérieure à 40 fois la masse du Soleil, lors de son effondrement gravitationnel, forme un trou noir. Dernière chose, la taille de ces objets. Donc, ce petit montage montre les tailles relatives. Une étoile ordinaire comme le Soleil, étoile de la séquence principale, l'étoile typique. Au cours de son évolution, vous savez que le Soleil gonfle, devient une géante rouge. Donc ici, vous avez le rapport de taille entre une géante rouge et une étoile dans son stade normal. Après, donc, le cœur de la géante rouge s'effondre et forme une naine blanche. Et ici, vous avez le rapport de taille entre le Soleil et une naine blanche, la taille de la Terre à peu près. Hein. Ici, vous avez le rapport de taille entre une naine blanche et une étoile à neutrons. Effectivement, une naine blanche, c'est de l'ordre de 10 000 km de rayon. L'étoile à neutrons, c'est 10 km seulement. Et là, vous avez le rapport de taille entre une étoile à neutrons et un trou noir. Voilà, le trou noir fait quelques kilomètres. Pour la même masse, bien entendu. Hein. Voilà. Donc, la formule qui donne en fait le rayon d'un trou noir en fonction de la masse, c'est quasiment la seule formule que je vous montrerai. Ça s'appelle le rayon de Schwarzschild. C'est donné par cette formule très simple qui a déjà été découverte par Laplace et Mitchell au XVIIIe siècle dans le cadre de l'astronomie newtonienne. C'est 3 km fois la masse de l'étoile en unité solaire. Donc, un trou noir qui aurait la masse du Soleil mesurerait 3 km. Un trou noir qui aurait la masse de la Terre serait une petite bille de 1 cm. Un trou noir de 1 million de masse solaire, son rayon serait de 3 millions de kilomètres. Un trou noir de... J'insiste, vous allez voir pourquoi. On pense qu'il y a des trous noirs géants qui peuvent atteindre, par exemple, 5 milliards de fois la masse du Soleil au centre de certaines galaxies. Ben, le rayon de ces trous noirs, c'est de 5 milliards de kilomètres. Donc ces trous noirs, ils sont gigantesques. Et la densité moyenne d'un trou noir gigantesque, c'est-à-dire que quand on divise là, je ne devrais pas parler de densité, je devrais parler de masse volumique. Si je divise la masse par le volume, c'est dans ce sens-là que ça marche, oui, j'obtiens un gramme par centimètre cube, ben, effectivement, pour un trou noir de masse stellaire, j'obtiens une densité fantastique, une masse volumique fantastique, 1000 milliards de tonnes par centimètre cube. Mais si je prends un trou noir hyper géant, eh ben, la densité devient inférieure à la densité de l'air. La densité moyenne. Donc vous voyez qu'un trou noir n'est pas forcément un objet dense, pas du tout. C'est un objet compact. Il faut mettre une certaine masse dans un certain volume. Voilà, sur toutes les échelles. Physique des trous noirs. Alors là, on en revient maintenant à la relativité générale. Les trous noirs se forment dans l'effondrement gravitationnel. Des étoiles, par exemple. Première propriété fondamentale, toutes les irrégularités possibles, les asymétries possibles d'un objet en effondrement gravitationnel s'effacent lors de la formation d'un trou noir, sont éliminées, sont évacuées sous la forme de ce qu'on appelle des ondes de gravitation. C'est-à-dire l'objet qui s'effondre fait vibrer l'espace-temps, et les vibrations de l'espace-temps, qui se propagent sous forme d'ondes gravitationnelles, éliminent en quelque sorte toutes les complications, les aspérités de l'objet qui s'effondre.
Bon, évidemment, ceci, c'est quelque chose de théorique. Dans la réalité, il n'y a pas de montagne sur les étoiles, bien entendu. Mais s'il y avait des montagnes, les montagnes s'effaceraient. D'accord? Bon. Vous allez voir que ça joue un rôle important. Deuxième phénomène, bon, il y a beaucoup de phénomènes physiques extravagants. Ici, je ne prends que quelques exemples simples et illustratifs. Les distorsions extrêmes de l'espace et du temps. Puisque donc, en relativité générale, on est dans un espace-temps courbé par la gravité, donc un espace-temps élastique, les distances et les durées ne sont pas les mêmes selon que l'on est dans un champ gravitationnel puissant ou pas, donc il y a des effets de distorsion. Donc notamment le fameux phénomène de gel temporel à l'approche d'un trou noir. C'est quoi? Ben, c'est le fait que pour un observateur qui reste à l'extérieur d'un trou noir, le temps mesuré des phénomènes physiques, etc., n'est pas du tout le même que le temps qui serait mesuré par un observateur qui plongerait dans le trou noir. Alors imaginons par exemple cette expérience de deux astronautes, Jean et Pierre, qui repèrent un trou noir. Pierre décide de rester dans le module principal en orbite autour du trou noir, tandis que Jean décide d'explorer le trou noir avec une caméra de télévision qui prend les images, les dernières images, parce que Jean sait qu'il ne pourra pas ressortir du trou noir. Donc c'est un voyage sans retour. Donc il décide de faire un dernier salut à l'humanité, en tout cas à son ami Pierre. Donc voilà le film réel qui se passe pour notre explorateur. Ben, il fait son geste, là il traverse le trou noir, et puis donc il achève son geste tout à fait normalement. Il n'a rien ressenti à la traversée du trou noir. J'ai omis de vous dire que le trou noir n'a pas de surface solide, contrairement aux autres objets compacts dont je parlais. Le trou noir n'est qu'une délimité par une frontière géométrique qui est une zone de non-retour, simplement, hein, une zone de forte courbure. Bon. Donc voilà le film qui se passe pour l'explorateur, et voilà la même scène, mais qui est perçue à l'extérieur. Alors au début, les deux films sont identiques, et puis à mesure en fait que l'explorateur se rapproche de la surface du trou noir, qu'on appelle un horizon des événements, le film se ralentit, comme si le temps se gelait. Et donc en fait, le film s'étire indéfiniment, et tout observateur extérieur ne verra jamais son copain atteindre même la surface du trou noir. Donc c'est une distorsion fantastique du temps. Alors quelle est la scène réelle là-dedans? Bien entendu, c'est la scène vécue par celui qui plonge dans le trou noir. Le reste n'est qu'une illusion due à l'élasticité, enfin au caractère non absolu du temps en relativité. Donc c'est une illusion. Voilà. Ce qui évidemment invalide un argument qui est parfois donné, ou qui a été donné à une certaine époque par des astronomes qui disent que les trous noirs n'existent pas puisqu'on ne les voit jamais se former. Ils se forment dans un futur infini, déconnement. Voilà, on peut leur répondre, plongez dedans et vous verrez bien que les trous noirs existent. Alors, deuxième propriété, sans doute la plus importante des trous noirs. Initialement, John Wheeler, qui a l'imagination féconde, avait baptisé cette propriété complexe des trous noirs sous le terme, la formulation bizarre, un trou noir n'a pas de poils. Voilà, puis comme ça paraît une formulation un peu bizarre, on l'a rebaptisé théorème de calvitie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un trou noir se forme, il y a des objets différents, c'est une étoile qui forme un trou noir, mais après vous pouvez balancer votre poste de télévision si vous en avez marre de regarder TF1, ou vous pouvez jeter un bouquet de fleurs, etc., un astéroïde, etc. Tous ces objets-là qui tombent sont caractérisés par plein de paramètres physiques, bien entendu. Ils ont de la masse, ils ont une charge électrique, de la couleur, une forme, ils sont constitués de baryons, de leptons, de tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des ondes électromagnétiques, et ainsi de suite. Eh bien, la propriété fondamentale des trous noirs, qui les caractérise en tant qu'objet extraordinairement particulier de la nature, ce fameux théorème de Calvitie, dit que toutes ces propriétés-là disparaissent et sont englouties et perdues dans le trou noir, mis à part trois propriétés seules qui vont subsister, qui sont la masse, la charge électrique et le moment angulaire. C'est une propriété fabuleuse. Ça veut dire que le trou noir, c'est l'objet le plus simple de la nature. Parce que si vous prenez un simple morceau de sucre, si vous voulez connaître entièrement ces propriétés, il vous faut des milliards de paramètres. Déjà, le morceau de sucre, il a une couleur, selon que c'est du sucre blanc ou du sucre roux. Il a une forme, selon que c'est un parallélépipède ou un truc informe. Il a du goût. Il a une composition chimique. En plus d'avoir une masse, éventuellement une charge électrique, et si vous faites tourner le sucre, il a un moment angulaire. Pour le trou noir, il se réduit simplement à la masse, à la charge électrique et le moment angulaire. Vous connaissez tout d'un trou noir si vous pouvez mesurer ces paramètres-là. Donc une simplification extraordinaire. Et d'où le fait qu'on a pu calculer les solutions exactes de la relativité générale pour décrire entièrement les trous noirs. Alors un trou noir qui n'aurait qu'une masse, c'est le trou noir le plus simple, c'est un trou noir de Schwarzschild. Un trou noir qui en plus tourne,
ce qui est la règle évidemment, s'appelle, avant de tourner, il peut avoir une charge électrique, ça s'appelle le trou noir de Rechner-Nordström, et un trou noir qui tourne, c'est un trou noir de Kerr. Voilà. Le trou noir le plus général, normalement, il a une masse obligatoirement, il tourne, et il devrait avoir une charge électrique, la solution la plus générale. Mais en pratique, dans la nature, si le trou noir se forme, ils sont électriquement neutres. Pour des raisons évidentes que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Donc le trou noir le plus général, c'est le trou noir de Kerr. Autre propriété des trous noirs. Lorsqu'on étudie l'évolution d'un trou noir, soit livré à lui-même en interaction avec le milieu extérieur, ou soit il peut entrer en collision avec un de ses partenaires, par exemple, c'est une propriété qui a été découverte dans les années 70 par plusieurs théoriciens, Stephen Hawking et d'autres. Il y a une quantité caractéristique du trou noir qui ne peut qu'augmenter au cours de l'évolution. C'est en fait l'air, c'est-à-dire la surface de l'horizon d'un trou noir. Il y a l'air d'un trou noir qui ne peut que croître au cours de l'évolution. Ça rappelle furieusement une propriété de la thermodynamique, la seconde loi de la thermodynamique, où il y a une quantité qui s'appelle l'entropie qui ne peut que croître pour les systèmes thermodynamiques. Donc on se dit, peut-être que le trou noir, c'est un objet qui ressemble à un objet usuel, qui peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, avec une propriété thermodynamique qui serait l'entropie et qui ne peut que croître. Et donc l'entropie serait mesurée par l'air d'un trou noir. Alors figurez-vous qu'au-delà de cette analogie, il y a une réflexion extrêmement profonde. Est-ce que le trou noir, c'est vraiment un système thermodynamique ? Si c'est un système thermodynamique, il va falloir peut-être réviser les conceptions initiales qu'on se fait pour un trou noir, parce que le système thermodynamique, il est capable d'absorber de la chaleur, mais aussi d'en émettre. Hein. Voilà. Alors en fait, cette propriété selon laquelle l'entropie d'un trou noir, mais l'entropie vraiment au sens thermodynamique du terme, l'entropie, c'est à la mesure le désordre d'un système, hein, d'une certaine façon. Voilà. Ça également, ça peut se calculer soit en mécanique statistique, par des calculs très compliqués, ça peut se calculer également en théorie de l'information, c'est-à-dire on calcule le nombre d'informations cachées dans le système, correspondant à une information extérieure accessible, et on calcule l'entropie. Eh bien, des développements récents de la théorie des trous noirs, non pas dans le cadre simple de la relativité générale, mais agrémentés de choses additionnelles, par exemple la théorie des cordes ou d'autres théories de gravité quantique, ont permis très récemment de justifier théoriquement le fait que l'air d'un trou noir, ça correspond bien à une certaine quantité d'informations qui est l'entropie, parce que donc ce qui a été démontré, c'est que on peut décomposer en fait la surface d'un trou noir en une unité élémentaire qui s'appelle des aires de Planck, qui est l'unité de surface élémentaire. Une aire de Planck, c'est 10 puissance moins 66 cm². Et on peut par le calcul démontrer qu'il faut 4 aires de Planck pour faire un bit d'information. D'accord ? Ça veut dire que donc l'entropie, c'est bien l'air divisé par 4. Ça veut dire que l'entropie d'un trou noir est absolument gigantesque compte tenu de l'unité utilisée ici. L'unité, c'est 10 puissance moins 66 cm². Donc si vous prenez la surface d'un trou noir, même stellaire, de taille modeste, 3 km de rayon, ça fait une entropie absolument gigantesque. Donc les trous noirs sont des réservoirs d'entropie extraordinaires dans l'univers. Et on peut comprendre pourquoi grâce au théorème de Calvici, puisque le trou noir a avalé toutes ces informations, à part la masse, le moment angulaire et la charge électrique. Donc il stocke une quantité phénoménale d'informations. Le trou noir se comporte également comme donc effectivement un système thermodynamique, une véritable machine qui peut échanger de l'énergie. Alors l'un des grands théoriciens des trous noirs, qui s'appelle Penrose, a imaginé un processus qui permettrait notamment de récupérer une partie de l'énergie de rotation d'un trou noir en lançant des particules dans certaines zones particulières autour des trous noirs, et puis de récupérer éventuellement un fragment avec une énergie supplémentaire qui serait en fait une partie de l'énergie de rotation d'un trou noir. Pour faire plus simple, en fait, on a imaginé ce dispositif un peu science-fictionnesque qui consisterait en fait à utiliser l'énergie de rotation d'un trou noir pour alimenter en énergie une cité du futur et pour se débarrasser sans problème des déchets, en larguant donc les déchets dans des bennes. Les bennes éjectent les déchets selon des orbites rétrogrades. Il faut que ce soit un trou noir qui tourne. Hein. Ça ne marche que si le trou noir tourne. Donc les ordures tombent et la benne est récupérée. L'énergie cinétique est convertie en courant électrique. Et quand on fait le bilan en énergie, on s'aperçoit que non seulement on a récupéré la totalité de la masse des ordures en énergie, E égale mc2, plus une énergie additionnelle qui est une partie de l'énergie de rotation du trou noir. Pourquoi ? Parce qu'on l'a freiné, en fait. En jetant des ordures en sens rétrograde, on a freiné le trou noir, donc
on a récupéré une partie de l'énergie. Voilà. Et c'est un dispositif parfaitement propre, évidemment. Dernier aperçu théorique, un peu plus compliqué, mais assez fondamental. C'est d'abord initialement un processus qui a été découvert un peu par hasard par Stephen Hawking à la fin des années 70. Le trou noir que l'on croyait un objet voué à grossir irréversiblement, on a vu d'ailleurs la deuxième loi de la thermodynamique, eh bien dans certaines circonstances, il se comporte à l'inverse, et le trou noir peut s'évaporer. Alors, quelles circonstances? Uniquement lorsque des effets quantiques rentrent en jeu. Donc, en fait, ce phénomène d'évaporation quantique, de ce qu'on appelle les mini-trous noirs, ne concernerait que des trous noirs suffisamment petits pour être régis par la mécanique quantique. Alors, ce n'est évidemment pas les trous noirs formés par l'effondrement des étoiles, ce seraient d'éventuels mini-trous noirs formés au moment du Big Bang ou peu après, dans des conditions extrêmes d'énergie, qui auraient des tailles de l'ordre de taille de particules élémentaires et donc des masses correspondantes de l'ordre du 1000 milliards de tonnes. Et ces trous noirs seraient quantiquement instables et donc s'évaporeraient en provoquant une brusque bouffée de rayonnement. Alors quand ce processus a été découvert, ça a ouvert de nouveaux horizons sur la physique des trous noirs en tant que véritable objet thermodynamique. Et donc, à partir du moment où un objet rayonne, il a une température. Voilà. Et donc, quelle est la température d'un trou noir? Eh bien, les équations suggéraient que la température d'un trou noir était liée à la gravité de surface, c'est-à-dire à l'accélération de la pesanteur qui règne à la surface d'un trou noir. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, pour les trous noirs normaux astrophysiques, cette température est invraisemblablement basse. Mais en revanche, cette température devient très élevée pour les micro-trous noirs. Et devenant très élevée, l'objet devient instable et le trou noir s'évapore en explosant. Voilà. Et ceci a conduit à la chose un petit peu la plus compliquée dont je voulais vous parler, c'est le paradoxe de l'information. C'est qu'on avait vu précédemment qu'apparemment, quand un trou noir se forme, l'essentiel de l'information reste stocké dans le trou noir. Si ça s'évapore, grande question, est-ce qu'on récupère entièrement l'information ou est-ce qu'on n'en récupère qu'une seule partie? Pendant des années, il y a eu une controverse entre les physiciens théoriciens. Hawking et d'autres avaient spéculé qu'en fait, il y avait une perte irréversible d'information, parce que le rayonnement sortant du trou noir était dégradé d'une certaine façon. Et puis d'autres physiciens, plutôt issus de la physique quantique, prétendaient qu'au contraire, on devrait récupérer entièrement l'information lors de l'évaporation d'un trou noir. Les derniers développements de la théorie, soit des supercordes ou soit de l'alternative qui s'appelle la théorie de la gravité quantique en boucle, ce sont deux théories possibles pour la gravité quantique, suggèrent que c'est les seconds qui ont raison, c'est-à-dire que toute l'information serait récupérée, qu'il n'y a donc pas de paradoxe de l'information. Voilà, donc peut-être ces propriétés vous paraissent un petit peu complexes, mais c'est la motivation, encore pour beaucoup de physiciens théoriciens, de continuer à explorer les propriétés fascinantes du trou noir. Alors maintenant, je vais passer à quelque chose d'un peu plus visuel, d'un peu moins abstrait, c'est la visualisation des trous noirs. Alors c'est quelque chose qui, moi, m'a fasciné depuis le début, c'est-à-dire dès le début de ma carrière. Enfin, j'ai fait 2-3 années d'abord de mathématiques cosmiques, puis après je suis venu au trou noir, et je me suis posé la question sur la façon de visualiser l'invisualisable, c'est-à-dire le trou noir, s'il est nu, est invisible. Alors comment peut-on le voir? On peut l'éclairer, par exemple. Alors imaginons cette situation, on a une planète comme Saturne entourée d'anneaux brillants. On la voit dans l'espace-temps newtonien, parce que la gravité est très faible, les rayons lumineux vont en ligne droite, donc on voit des ellipses en projection quand on est au-dessus du plan. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un trou noir à la place de Saturne, entouré également d'anneaux brillants? Alors, avant de faire des calculs compliqués, on peut imaginer ce qui se passe. Voici le système vu par la tranche. La grosse différence, c'est que les images venant de l'arrière et de la partie qui normalement devrait être cachée sont relevées par le champ de gravité, puisque les rayons lumineux sont déviés par la courbure de l'espace, et la totalité du dessus du disque est visible. D'où cette forme-là, qui est donc évidemment différente de celle-là, puisqu'il n'y a plus de partie cachée. Mais beaucoup plus fort, on voit également l'autre côté du disque. On voit simultanément le dessus et le dessous, parce que vous voyez que des rayons lumineux émis dans cette direction, qui normalement devraient aller vers le bas, grâce au champ de gravité, sont fortement déviés, remontent et donnent en fait l'image simultanément, l'image du dessous du disque, une image extrêmement déformée.
Voilà. Donc on peut prévoir un petit peu ces effets de loupe et de distorsion provoqués par la forte courbure au voisinage d'un trou noir. Alors quand on met un peu plus de physique là-dedans, on obtient cette image de trou noir qui en fait, bon, j'avais publié en 1979 et qui était la première image calculée par ordinateur d'un trou noir, ici entouré d'un disque de gaz chaud qu'on appelle un disque d'accrétion. Ici on voit le dessus du disque avec une partie plus chaude en raison de différents phénomènes. Et ici, le halo brillant qui l'entoure, c'est une partie de l'autre côté du disque que l'on voit extrêmement déformée. Alors depuis ces années-là, les ordinateurs ont considérablement progressé. Beaucoup d'astrophysiciens ont refait ces calculs beaucoup mieux que je l'avais fait à l'époque. Enfin, en tout cas, je veux dire avec des ordinateurs plus puissants, c'est les mêmes équations, bien entendu. Et les meilleures simulations que je connaisse ont été faites par un de mes collègues, malheureusement disparu prématurément, Jean-Alain Marc, qui travaillait à l'Observatoire de Meudon et qui a fait de magnifiques simulations de l'aspect qu'aurait un trou noir entouré d'un disque d'accrétion, mais cette fois-ci avec des couleurs et du mouvement. Donc imaginons que nous sommes dans un vaisseau spatial, on pique vers un trou noir entouré d'un disque d'accrétion. J'ai malheureusement pas récupéré encore le film là-dessus, donc je vous montre simplement des instantanés. Voilà le voyage que nous allons faire. Vous avez le trou noir ici, le disque d'accrétion. On va partir de très loin ici. À la position 4, on va traverser le disque, on va passer au-dessus, et après on va plonger. Donc en 1, nous sommes très loin du trou noir. En 2, on commence à s'approcher. Donc on voit la même image en noir et blanc que je vous ai montré, mais vue de l'autre côté, puisqu'on est dessous au lieu d'être dessus. En 4, on traverse. Donc c'est symétrique, forcément. Après, on passe au-dessus et on s'approche de plus en plus. Alors là, non seulement vous voyez l'image primaire, ici vous voyez l'image secondaire, c'est-à-dire l'autre côté, et vous voyez encore une nouvelle image se former, qui est à nouveau le dessus, mais les rayons lumineux ont fait un tour complet. Donc c'est extrêmement déformé. En théorie, au plus on s'approche, au plus le nombre d'images se démultiplie à l'infini. En pratique, on verrait plus grand-chose. De toute façon, le voyage serait très bref. La dernière image, on est à l'intérieur du trou noir. Mais au lieu de regarder devant, on regarde derrière. Et il y a encore des rayons lumineux qui rentrent. Donc on voit l'univers extérieur, mais il est extrêmement déformé. Et notamment, on voit les anneaux extrêmement déformés à l'intérieur du trou noir. Deuxième visualisation possible d'un trou noir. On ne va pas éclairer le trou noir par un disque d'accrétion, c'est le trou noir, lui, qui doit être devant un paysage céleste et qui va le déformer, tout simplement parce qu'il va faire office de loupe. Alors c'est un phénomène bien connu qu'on appelle un mirage gravitationnel, qui peut être provoqué par n'importe quel corps massif, pas nécessairement un trou noir. Donc on connaît les mirages gravitationnels provoqués par des galaxies qui se trouvent sur la ligne de visée de galaxies plus lointaines, de quasars, etc. Et donc les rayons lumineux empruntent plusieurs trajets avant de reconverger vers l'observateur, et donc on a un effet de mirage qui fait voir en plusieurs exemplaires le même objet qui est situé à l'arrière-plan de la lentille. Donc là je vous montre deux mirages gravitationnels particulièrement remarquables. Je vous indique ici une image théorique qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Parce que vous imaginez bien que dans la situation parfaitement idéale et symétrique, pour des raisons de symétrie, le mirage produirait un anneau parfait. Voilà, qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Dans la nature, on n'a jamais la symétrie parfaite, on a des bouts d'anneaux. Donc ici, vous voyez un bout d'anneau, et ici un arc un peu plus proche de l'anneau d'Einstein idéal. Bien. Alors, si à la place d'une galaxie faisant office de loupe, on met un trou noir, on devrait observer des distorsions encore plus importantes. Alors, les mirages gravitationnels sont observés en grand nombre aujourd'hui par les télescopes, mais ils sont provoqués par des galaxies intermédiaires, des amas de galaxies. Les trous noirs, soit ils ne sont pas assez nombreux ou trop petits pour provoquer des mirages gravitationnels visibles au télescope. Peut-être un candidat il y a quelques années, mais ce n'est pas sûr. Donc, à la place, on fait des simulations numériques. Et là, je vais vous montrer 2-3 simulations numériques qui ont été faites, que je trouve extraordinaires, qui ont été faites par un jeune chercheur qui travaille ici, à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui s'appelle Alain Riazuelo. Donc, les simulations datent de l'année dernière. Et donc, il calcule, en fait, sur un paysage céleste absolument véridique, il calcule l'effet des mirages gravitationnels qui serait causé s'il y avait un trou noir qui passait entre nous et ce paysage céleste. Alors voici par exemple donc un paysage céleste vu dans l'hémisphère sud, avec le disque de la Voie lactée, les régions centrales proches du bulbe, etc. On met un trou noir ici, et on calcule
On calcule tout, c'est-à-dire on calcule la courbure de l'espace-temps, donc les trajets des rayons lumineux qui vont venir de l'arrière-plan, et donc les déformations optiques, et on obtient ceci. Donc vous voyez que l'image principale de la Voie lactée est déformée au voisinage du trou noir, et ici vous avez un truc étrange autour du trou noir, vous avez la totalité de la Voie lactée. Ben pourquoi? Parce que l'anneau théorique d'Einstein, il est là, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'anneau, vous avez la totalité de l'univers extérieur qui est dupliquée. Donc vous voyez la totalité de la Voie lactée, y compris celle qui est largement hors du champ, l'image secondaire, qui a emprunté un autre trajet pour vous parvenir, et qui vous apparaît ici de façon extrêmement déformée. Et toutes les étoiles visibles ici se retrouvent dupliquées en image secondaire à l'intérieur de l'anneau d'Einstein. On commence à avoir une idée de l'effet de loupe que peut provoquer un trou noir. Alors plus spectaculaire maintenant, ici vous avez donc un autre paysage céleste de l'hémisphère sud, vous avez ici les deux nuages de Magellan, le grand et le petit nuage de Magellan, qui sont deux petites galaxies satellites de la nôtre, et puis vous avez ici des étoiles de notre galaxie, etc. Alors vous les reconnaissez sans doute, au cas où vous les auriez oubliés, vous avez ici la Croix du Sud, Alpha et Beta du Centaure, Canop, Achernar, et puis les nuages de Magellan. On va mettre un trou noir ici, et on calcule tout. Enfin, c'est Alain Riazuelo. On obtient cette image fabuleuse, qui est la couverture du livre, plus ou moins. Vous voyez l'image première du grand nuage de Magellan, déjà très déformée, l'image secondaire, et pareil pour tous les objets célestes qui sont dupliqués. En fait, voilà l'anneau d'Einstein. Donc à l'intérieur de l'anneau, l'ensemble de l'univers extérieur est dupliqué, déformé. Vous retrouvez donc la totalité de la Voie lactée. Et vous trouvez les images secondaires. Par exemple, donc ici, si vous avez Canop, l'image normale de Canop, ici vous trouvez une image secondaire de Canop. La Croix du Sud, vous la retrouvez là, mais déformée. Alpha et Beta du Centaure, qui sont sortis du champ, parce que le trou noir dilate le champ également, c'est sorti du champ, l'image normale, vous voyez l'image secondaire ici, et ainsi de suite. Donc voilà, donc normalement sur l'écran on voit beaucoup plus quand le ciel est bien noir, vous savez qu'on voit plus d'étoiles, donc c'est également le cas sur cet ordinateur. Et pour finir en beauté ces simulations, je vous montre maintenant une animation, c'est-à-dire qu'au lieu d'être statique, on va imaginer que le trou noir passe devant nous. Et le trou noir va passer exactement devant le grand nuage de Magellan. Donc on peut s'attendre à ce qu'au moment où le trou noir passe exactement au centre, l'image, le mirage gravitationnel sur le grand nuage de Magellan va donner un cercle parfait. Alors on a l'impression que tout bouge, alors en fait il n'y a que le trou noir qui bouge, mais il donne l'illusion que l'univers d'arrière-plan est élastique et mou. Alors pourquoi vous avez une myriade de petites lucioles autour du trou noir? Parce que c'est l'ensemble des 1000 étoiles visibles à l'œil nu qui sont dupliquées à l'intérieur de l'anneau. Voici l'anneau d'Einstein parfait au moment où le trou noir passe devant le grand nuage de Magellan. Voilà, donc tout marche également par couple. Vous avez une étoile qui est à la frontière ici, l'image secondaire à l'intérieur. Vous avez donc ces mouvements illusoires de déplacement des étoiles. Vous avez parfois des flashs de lumière qui calculent également l'amplification de la lumière provoquée par le mirage gravitationnel. Hop, vous en voyez une ici, etc. Voilà. Donc pédagogiquement, ça montre un petit peu l'effet tout à fait étonnant d'un trou noir sur les paysages célestes. Voilà. Alors maintenant, j'en reviens à un autre type de visualisation un peu plus complexe, mais qui va nous permettre carrément d'imaginer, de visualiser le paysage à l'intérieur d'un trou noir et non pas à l'extérieur. Alors comment faire? On utilise une technique de visualisation un peu plus compliquée, qui est moins astronomique d'une certaine façon, mais qui est mathématiquement pertinente. C'est de revenir sur cette idée de tissu élastique déformé par la présence d'un corps massif. Alors un corps qui n'est pas effondré en trou noir, on peut imaginer qu'il provoque ce type de déformation. Voilà. C'est-à-dire ça, c'est la zone occupée par une étoile, et ça, c'est la zone en bleu, la zone extérieure à une étoile. Alors tout ça, ça se calcule par des équations mathématiques. On a l'équation d'une surface qui ressemble à un paraboloïde, ce genre de choses. Bien. Maintenant, ça, c'est la géométrie de la visualisation de la géométrie de l'espace-temps autour d'une étoile sphérique normale. Qu'est-ce qu'on fait si, au lieu d'avoir une étoile sphérique normale, on a un trou noir sphérique? On fait le même calcul, le même carte, le même diagramme dit de plongement, et on obtient ça.
Alors, c'est une structure beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante, où apparemment on a en fait deux feuillets possibles de l'espace-temps, le trou noir reliant les deux feuillets par une sorte de gorge, initialement appelée la gorge de Schwarzschild, rebaptisée pont d'Einstein-Rosen dans les années 40, et puis plus récemment, on appelle ça un trou de verre, vous allez voir pourquoi. Donc on aurait en fait une connexion étrange entre deux feuillets de l'espace-temps. Alors, première question, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce serait le symétrique d'un trou noir, donc on appelait ça trou blanc. Et puis, qu'est-ce que serait le deuxième feuillet? Est-ce que c'est un autre univers, une sorte d'univers parallèle? Pas nécessairement. On peut considérer que c'est le même univers. D'accord? Donc, en fait, si on refait le diagramme, ce serait plutôt quelque chose comme ça, le vrai schéma. Avec l'idée que, donc, dans ces structures étranges, un trou noir pourrait être en fait connecté à une autre région de l'espace-temps par cette déformation topologique qu'on a appelée wormhole, un trou de verre, pour figurer les galeries qui peuvent creuser un verre dans une pomme, par exemple. Au lieu de faire le tour de la pomme, il va directement au centre, il emprunte un raccourci. Alors, ces solutions existent sur le papier, c'est des solutions mathématiques exactes, des équations de la relativité générale. On aimerait bien savoir si ça existe dans la nature, alors surtout les écrivains de science-fiction. Et vous avez tous vu au cinéma, les Stargate et ce genre de choses. Les portes des étoiles, c'est ça. Hein, c'est l'idée qu'il peut exister des trous de verre empruntables, traversables, sans être détruits par les forces de gravitation, sans singularité au milieu, etc., qui permettraient éventuellement d'utiliser des raccourcis pour voyager dans l'espace-temps. Pourquoi des raccourcis? Parce que ces distorsions assez étranges permettraient de faire des connexions entre des régions apparemment éloignées de l'univers. Si par exemple vous prétendez faire un voyage sur Sirius, dans l'espace normal, c'est à 20 années-lumière, donc il vous faudra énormément de temps. Si vous pouvez emprunter un trou de verre allant vers Sirius, vous le faites le voyage en 1 heure. Vous n'avez pas dépassé la vitesse de la lumière, mais vous avez utilisé des raccourcis spatio-temporels. Donc c'est très avantageux pour le futur, si on veut réellement explorer un jour les étoiles lointaines. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ces trous de verre existent dans l'univers. Rien de ce qui est observé ne ressemble ni à un trou blanc ni à un trou de verre, même si le trou noir semble bel et bien là. Donc, est-ce que ça existe? Alors, toujours Alain Riazuelo a récidivé, il a fait d'autres simulations numériques qui permettent d'explorer le paysage à l'intérieur d'un trou de verre. On va plonger dedans et on va bien voir si on peut aller dans l'autre univers. Alors évidemment, là, c'est plus un paysage astronomique comme le cas précédent. Pour simplifier les choses, on a mis un damier pour figurer la structure et la déformation de l'espace. Et donc on peut imaginer qu'au cours du voyage, le damier va être extrêmement déformé. Est-ce que je vous montre ça? On en a pour 4 heures si je continue à ce rythme-là. Bon, tout ça pour vous dire que je ne donne pas le détail de cette carte. Des considérations mathématiques sur la structure interne d'un trou noir, dans certains systèmes de coordonnées un peu bizarres, montrent ici, et après je vais vous le démontrer par l'image, que quand on est ici à l'intérieur d'un trou noir, on reçoit des rayons lumineux venant à la fois de là, c'est-à-dire de l'univers dont on vient, d'accord, rien de surprenant, mais on peut éventuellement également recevoir des rayons lumineux de l'univers symétrique, de l'autre côté de l'univers. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que dès qu'on rentre dans un trou noir, on reçoit également des rayons lumineux du trou blanc, ici. Vous voyez? Bon. Ça veut dire que dès qu'on rentre dans un trou noir, on n'est pas du tout plongé dans le noir, mais on est éclairé par plein de choses. À la fois par l'univers d'où on vient, mais par l'univers d'où on voudrait aller, qui serait éventuellement de l'autre côté du trou noir. Alors, en fait, dans la position C, où on est encore à l'extérieur du trou noir, eh bien, ce qu'on voit, c'est ça, c'est-à-dire l'univers extérieur où on est très déformé sous forme de damier, et ça, c'est le trou blanc, c'est-à-dire le trou noir du futur, d'une certaine façon. Et puis, quand on est à l'intérieur du trou noir, ici, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'il y a au centre? Ben, c'est une vision très déformée de l'univers, de l'autre côté de l'univers. Alors, maintenant, pour être plus convaincant, je vous montre un film, c'est celui-là. Je vous montre cette animation. Vous calculez étape par étape les déformations, les distorsions de l'espace, toujours par Alain Riazuelo. Donc voilà, regardez bien ce qui va se passer. On s'approche. Ici, on a déjà, vous avez ici, on a déjà un anneau d'Einstein. Donc ici, on a déjà une duplication de l'univers extérieur, une duplication totale du damier extrêmement déformé autour du trou noir. On s'approche, on s'approche, on s'approche. En fait, on va savoir. Le moment où on pénètre dans le trou noir, normalement, rien ne nous signale. Hein. Si on est en chute libre, on ne va rien sentir. Si le trou noir est suffisamment gros, il n'y aura pas de force de marée qui va nous arracher les cheveux, des choses comme ça. Donc, on va franchir le trou noir sans encombre. Mais on saura,
parce que, voilà, on verra immédiatement apparaître quelque chose au fond du trou noir, c'est l'univers qui est de l'autre côté, enfin qui est censé être de l'autre côté, d'après les équations idéalisées. Hein, ce n'est pas tout à fait de l'astrophysique, là, c'est de la relativité générale. Bien. Alors on continue le voyage, on se dit chouette, hein, vous voyez le damier, hein, il devient de plus en plus apparent, c'est l'autre univers, donc on veut y aller, on y va, on poursuit le voyage, et puis qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout devient noir, tout s'obscurcit, on n'y arrive pas. Le trou de verre se bouche. À mesure que l'on voyage dedans, le trou de verre se ferme et on ne peut pas le franchir. Donc c'est une situation un peu frustrante. On voit les rayons lumineux nous parvenir de là où on veut aller, mais on ne peut pas y arriver. C'est comme si vous vouliez emprunter le tunnel du Mont Blanc, mais qu'à mesure que vous avanciez, vous voyez l'autre côté au bout, là, le bout brillant, mais à mesure que vous avancez, le tunnel se bouche. Voilà. Donc il semblerait, ces simulations confirment ce que beaucoup de théoriciens pensent, les trous de verre, en tout cas gros et empruntables, ne sont pas vraiment stables et ne peuvent pas être empruntés, ne pourraient pas être empruntés par des vaisseaux spatiaux pour voyager dans l'espace et le temps. Bien, alors il y a quand même un petit espoir. Ça voudrait dire en fait, ça voudrait dire que le vrai schéma de formation d'un trou noir lors de l'effondrement gravitationnel, ce n'est pas le schéma qui va développer un deuxième feuillet, mais c'est un schéma où au contraire, en fait, le fond du trou noir va pincer l'espace-temps et va le bloquer par ce qu'on appelle une singularité ici. Voilà. Donc, l'autre côté du trou noir et le trou de verre n'existent pas. Dans l'effondrement d'une étoile sphérique, le trou de verre est bouché. Alors, si vous êtes déçu, en matière de science-fiction, on peut encore se raccrocher au trou noir en rotation. Les trous noirs en rotation ont une structure beaucoup plus compliquée, donc beaucoup plus intéressante, et notamment la singularité qui est au centre d'un trou noir en rotation n'est pas une singularité qui bouche l'espace-temps, ce n'est pas un nœud qui bloque tout, c'est un anneau. Donc à partir du moment où c'est un anneau, vous pouvez voyager par exemple au-dessus de l'anneau. Vous pouvez survoler le plan de l'anneau sans le toucher. Ou même vous pouvez carrément passer au centre de l'anneau, sans toucher le bord surtout. Et vous allez ailleurs. Alors où vous allez? Pour ça, il faut faire des cartes un peu plus compliquées, qu'on appelle des cartes de Carter-Penrose. Très brièvement, ça c'est l'intérieur d'un trou noir, ça c'est l'univers extérieur. Premier voyage, là, vous plongez dans le trou noir, vous passez à travers l'anneau, et vous débouchez sur un univers intérieur au trou noir qui ressemble à un univers infini et un univers d'antigravité. C'est-à-dire que dès que vous avez franchi la singularité, au lieu d'être attiré par elle, vous devenez repoussé, et vous êtes repoussé à l'infini. C'est ce qu'on appelle un bébé univers. L'idée qu'à l'intérieur d'un trou noir puisse se former, exister des univers internes au trou noir, et éventuellement accessibles par des voyages. Le deuxième voyage en B, c'est un voyage qui survole le plan de l'anneau, et vous voyez que contrairement à une idée reçue, on peut parfaitement pénétrer dans un trou noir et en ressortir. Ça veut dire qu'ici, il y a un trou de verre qui n'est pas bouché. Pareil pour le voyage C. Alors, même question, est-ce que cet autre univers dans lequel on débouche, c'est éventuellement le même que celui d'où on vient? Parce que si on fait après des bouclages, c'est une possibilité. Voilà. D'où cette idée que possible qu'il existe donc des trous de verre, soit des trous de verre dits intra-univers, connectant deux régions du même univers, ou soit carrément des trous de verre inter-univers qui connectent des univers différents, permettant de voyager d'un univers à l'autre. Donc tout espoir n'est pas perdu pour la science-fiction. Allez, l'observation des trous noirs. Ce diagramme général de l'équilibre des corps célestes donne, en fonction de la masse et de la densité moyenne des corps, les positions des objets célestes. Donc là, vous retrouvez déjà tout ce que je vous ai raconté, le diagramme des naines blanches, des étoiles à neutrons, etc., etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est les trous noirs. Vous voyez que théoriquement, il peut exister des trous noirs de n'importe quelle masse et de n'importe quelle densité. Alors les trous noirs dont je vous ai parlé initialement, les trous noirs astrophysiques les plus plausibles, sont les trous noirs distellaires, car formés par l'effondrement des étoiles. Donc du coup, les masses de ces trous noirs-là sont de l'ordre des masses des étoiles, inférieures à 100 fois la masse du Soleil. Mais il existe la possibilité de trous noirs dits de masse intermédiaire, dont les masses seraient de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4 fois la masse du Soleil, formés de différentes façons, par exemple par la croissance d'un trou noir initialement petit. Il peut exister des trous noirs géants, dont les masses dépassent le million de fois la masse du Soleil. Il peut exister théoriquement des micro-trous noirs, j'en ai déjà parlé, ceux qui s'évaporeraient éventuellement, dont les masses seraient, en fait, ce serait très largement en dessous du diagramme, avec des masses extrêmement faibles. Et puis éventuellement, le plus grand trou noir possible, en haut du diagramme, serait carrément
l'univers lui-même, qui serait peut-être un trou noir en soi. Alors, quel est le statut observationnel de tous ces trous noirs possibles? Alors, commençons par les mini-trous noirs. Alors, bon, pour faire très vite, normalement, un mini-trou noir, la seule façon de l'observer, ce serait de détecter son évaporation, sous forme d'une bouffée de rayonnement très énergétique. Rien de tel n'a été trouvé dans l'univers, même s'il y a des sursauts gamma, des tas de choses comme ça, ce n'est pas la signature de mini-trous noirs en évaporation. Donc, ça a des contraintes astrophysiques très fortes qui limitent la possibilité d'existence des micro-trous noirs. Il y en a peut-être dans l'univers, mais il y en a très peu. Moins d'un micro-trou noir par cube de 1000 années-lumière, par exemple. Voilà. Alors, en revanche, il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce qu'on peut aujourd'hui, on fait les apprentis sorciers, avec les accélérateurs de particules, on crée des collisions à haute énergie, notamment avec le futur collisionneur du CERN qui va rentrer en opération cette année, on va créer des énergies, et certaines personnes se sont dit, il n'y a pas le risque de créer un micro-trou noir au laboratoire. Une fois que le micro-trou noir au laboratoire, on a joué à l'apprenti sorcier, le micro-trou noir absorberait non seulement le laboratoire, mais la Terre tout entière, et puis ce serait fini et bien fait pour nous. Alors donc, il y a eu des pétitions, j'ai reçu un courrier, j'ai une armoire pleine de courriers de personnes qui cherchaient à faire des pétitions de tous les scientifiques de renom pour qu'ils écrivent au gouvernement de tout stopper. Voilà. Alors, y a-t-il une crainte justifiée pour ce genre de choses? Alors, en principe, non. La raison, c'est très simple. Si on s'en tient à la relativité générale ordinaire, l'énergie qui sera atteinte au LHC, c'est, bon, dans cette unité énergétique qui s'appelle le gigaélectronvolt, c'est 10 000 gigaélectronvolts. Et en relativité générale normale, l'énergie nécessaire pour créer un micro-trou noir serait de 10 puissance 19. Donc, on est incroyablement loin de la possibilité de créer un micro-trou noir. Oui, mais, il y a toujours des théoriciens qui s'amusent. Alors, parmi les théoriciens qui s'amusent, il y en a qui jouent avec la théorie des supercordes, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir des dimensions supplémentaires de l'espace pour expliquer certaines propriétés de la gravité quantique. Et dans certaines versions des théories des supercordes, lorsque il y a 6 dimensions spatiales supplémentaires enroulées sur elles-mêmes avec un rayon de courbure de l'ordre du millimètre, donc c'est très, très, très finement ajusté, eh bien, il se trouve que l'énergie nécessaire qui serait pour créer un mini-trou noir deviendrait 10 puissance 3 GeV. Auquel cas, on aurait une véritable usine à trous noirs, avec le CERN, qui produirait 10 trous noirs par jour. Non, plus que ça, un mini-trou noir par seconde. Voilà. Alors, quand on répond aux personnes inquiètes que d'abord ces théories sont très spéculatives, et que deuxièmement, même le micro-trou noir en question s'évaporerait instantanément, ils nous disent à juste titre, mais puisque vous n'êtes pas sûr de vos théories, qu'est-ce qui vous dit que le trou noir s'évaporerait? Bon, comme ça. Bon. Alors donc on a un tas d'arguments pour dire qu'il n'y a aucun risque. Voilà. Le meilleur argument, c'est qu'il y a des rayons cosmiques de très haute énergie qui arrivent en permanence dans notre atmosphère et qui créent en permanence des énergies très localisées de cet ordre-là. Donc ces rayons cosmiques, si ces théories étaient vraies, créeraient des mini-trous noirs. Et visiblement, l'atmosphère n'a pas été encore absorbée par ces micro-trous noirs. Alors je passe à la détection des trous noirs un peu plus sérieux, donc les trous noirs stellaires. Alors, pour détecter les trous noirs stellaires, il faut qu'ils soient dans un couple stellaire. C'est-à-dire il faut qu'on a une étoile non effondrée et un objet compact, trou noir, étoile à neutrons, etc. Et on a un transfert de gaz d'une étoile à l'autre. Un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est le phénomène d'accrétion. Le puits gravitationnel de l'objet compact va aspirer progressivement l'enveloppe gazeuse de l'étoile et va produire un rayonnement très énergétique parce que le gaz spirale autour de l'objet compact et avant de disparaître dans le trou noir va émettre des rayonnements caractéristiques. Voilà. On appelle ça les sources X binaires. Alors c'est parmi ces très nombreuses sources X binaires qu'il y a aujourd'hui des trous noirs quasiment avérés, c'est-à-dire des objets dont on a pu mesurer la masse et dont on a démontré que la masse était absolument supérieure à la limite possible d'existence des étoiles à neutrons. Voilà, donc on appelle ça des trous noirs de type stellaire. Alors bon, peu importe le détail, il y a des binaires de grande masse et des binaires de faible masse qui toutes deux sont censés abriter des trous noirs. Vous voyez quand même ici à l'échelle, j'ai mis à l'échelle la taille d'une étoile comme le Soleil, la taille d'une binaire de grande masse, c'est-à-dire dans laquelle l'étoile principale c'est une géante bleue, donc plus grosse que le Soleil, la taille du trou noir est minuscule, et la taille du disque d'accrétion est de l'ordre de la taille du Soleil. Ici, c'est une binaire X de faible masse, donc toujours à la même échelle. On a une étoile naine, donc beaucoup plus petite que le Soleil, et donc un disque d'accrétion également qui est nain. Voilà, mais grosso modo, l'échelle mise à part, c'est le même processus. Transfert de masse. Alors, les trous noirs, il y a quelques trous noirs. Aujourd'hui, on a une trentaine d'objets dont on est quasiment sûr que ce sont des trous noirs. Tout simplement parce qu'on a mesuré la masse de l'objet, et dans tous les cas, ça dépasse 3
masse solaire, qui est la limite de stabilité des étoiles à neutrons. Voilà. Donc, les trous noirs les plus remarquables, ils sont tous remarquables, mais le premier qui a été découvert, c'est Sinus X1, donc historiquement, il joue un rôle intéressant. La nova de la Mouche est également remarquable, vous allez voir pourquoi. La nova du Scorpion également, et la nova de l'Aigle. Alors, très brièvement, Sinus X1, ben, c'est historiquement le premier à avoir été découvert. La nova de... je ne me rappelle plus laquelle c'est, enfin, GRO 5540, c'est un trou noir intéressant parce qu'il a été formé non pas dans le disque de la galaxie, mais dans un amas globulaire. Et lors de la formation d'un trou noir, il peut y avoir un phénomène, si l'effondrement est asymétrique, il peut y avoir le phénomène du recul du fusil. C'est-à-dire la supernova ou l'hypernova qui forme le trou noir est dénoyautée de son trou noir central. C'est-à-dire le trou noir quitte le vestige de la supernova et s'en va promener dans l'espace à grande vitesse. Eh bien, on a découvert apparemment des trous noirs errants dans la galaxie. On a même pu reconstituer, les équipes de Félix Mirabel et d'autres, ont pu reconstituer les orbites de ce trou noir errant dans la galaxie avec des volutes très compliquées autour du centre de la galaxie parce que ce trou noir a pris naissance il y a quelques millions d'années dans cet amas globulaire de notre galaxie. Il y a aussi donc des trous noirs intéressants parce qu'on commence à avoir des indices expérimentaux sur le fait que les trous noirs tournent ou ne tournent pas. Comment le savoir astrophysiquement? Eh bien, en fait, dans un trou noir qui ne tourne pas, le bord interne du disque d'accrétion ne touche pas le trou noir. Il y a une certaine distance qui se calcule. Tandis que pour un trou noir qui tourne, le disque d'accrétion se rapproche et peut aller même jusqu'à toucher le trou noir. Donc vous imaginez que dans les régions internes de disque d'accrétion, selon que ça tourne ou que ça ne tourne pas, enfin que le trou noir tourne ou ne tourne pas, il y a des phénomènes énergétiques légèrement différents qui se calculent et qui aujourd'hui peuvent s'observer. Et donc par exemple la nova de la Mouche, ça ce sont des données expérimentales et ça c'est le profil en énergie qui est calculé pour un trou noir qui tourne à la vitesse de rotation maximale. Et donc il y a un très bon accord entre l'hypothèse d'un trou noir en rotation à grande vitesse et la nova de la Mouche. Qu'est-ce que c'est un trou noir qui tourne à grande vitesse? C'est un trou noir qui tourne si vite que la vitesse de rotation à sa surface, à l'horizon, est très proche de la vitesse de la lumière. Et puis il existe donc d'autres trous noirs intéressants qu'on a appelés microquasars, qui ont également été découverts par Félix Mirabel et ses collaborateurs, avec des systèmes qui émettent des jets, et que donc on a appelés les microquasars parce qu'ils rappellent à petite échelle des phénomènes qui sont observés à grande échelle dans juste précisément les noyaux de galaxies et les quasars. Voilà. Rapidement, détection des trous noirs intermédiaires. Ce seraient des trous noirs dont les masses seraient supérieures aux masses des trous noirs stellaires, mais inférieures à 10 000 fois la masse du Soleil. Où se trouveraient-ils? S'ils existent, au centre des amas globulaires. Comment pourrait-on les mettre en évidence? Eh bien, en analysant la vitesse des étoiles qui tournent dans l'amas globulaire. S'il n'y a pas de trou noir central, il y a une certaine dynamique, donc une distribution des vitesses particulière. S'il y a un trou noir central, il accélère les étoiles et donc on a des vitesses différentes. Donc tout ça, ça se modélise par une dynamique gravitationnelle. Et aujourd'hui, encore, c'est un sujet assez controversé, mais il est question que, en fait, certains amas globulaires très riches et très massifs abritent des trous noirs de masse intermédiaire. Messier 15, c'est le plus gros amas globulaire de notre galaxie. Le trou noir central putatif mesurerait 4000 fois la masse du Soleil. G1 M31, c'est le plus gros amas globulaire de la galaxie d'Andromède. Il abriterait un trou noir central de 20 000 fois la masse du Soleil. Bon, chose à confirmer. Le trou noir galactique. On pense que quasiment toutes les galaxies ont des trous noirs au centre. Qu'en est-il de la nôtre, la Voie lactée? Donc c'est un sujet débattu depuis longtemps. On sait qu'au centre de la galaxie, dans la direction de Sagittaire, il y a un ensemble de sources, un peu sous toutes les longueurs d'onde, qu'on appelle Sagittarius A étoile, où il y a un candidat trou noir. L'idée, c'est de mesurer la masse, en analysant la dynamique des objets qui tournent autour, c'est-à-dire des étoiles. C'est un processus qui dure depuis 25 ans. Il y a plusieurs équipes de par le monde qui suivent fidèlement depuis 20 ans ou 25 ans les orbites des étoiles qui tournent autour de ce centre invisible, où j'ai mis simplement un point noir parce qu'il y a un candidat trou noir, Sagittarius A étoile. Donc voici par exemple deux travaux différents. Ça c'est par des équipes américaines et ça c'est par des équipes essentiellement françaises et européennes en général. Voici l'orbite notamment d'une étoile particulière qui s'appelle l'étoile S2, qui tourne très près en fait du centre de gravité de la galaxie, le Sagittarius A étoile. Et voici, on a commencé à mesurer l'orbite au début des années 90 et aujourd'hui, donc en 2002, et on a reconstitué pratiquement la trajectoire complète.
Et on peut le faire en fait pour tout l'amas d'étoiles. Après, on met tout ça, on modélise ça à la dynamique gravitationnelle. Pour expliquer ces mouvements et ces orbites, eh bien, la seule explication possible, c'est un trou noir dont la masse est comprise entre 2,7 et 3,5 fois le million de masse solaire. Donc, vraiment des mesures qui s'affinent sur la masse du trou noir central. Les trous noirs maintenant supermassifs, eh bien, on soupçonne depuis les années 60 qu'au centre de beaucoup de galaxies, en tout cas d'une certaine catégorie de galaxies, il puisse y avoir des trous noirs géants qui, absorbant énormément de matière, de gaz des étoiles, produisent énormément d'énergie. C'est-à-dire la matière en tombant libère de l'énergie. On appelle ça les noyaux actifs de galaxies. Alors la catégorie la plus spectaculaire s'appelle les quasars. Vous en avez entendu parler sans doute. Ce sont les objets les plus brillants de l'univers. Et aujourd'hui, donc ici vous avez des grands spécialistes des quasars comme Daniel Kuhn et d'autres, etc. Donc la modélisation simple mais relativement consensuelle, c'est un trou noir géant, disons 10 à 100 millions de fois la masse du Soleil, qui absorbe du gaz ou des étoiles avec un taux d'accrétion suffisant pour libérer effectivement de grandes quantités d'énergie. Alors cela dit, il n'y a pas que les quasars, il y a plein de classes de noyaux actifs de galaxies. Il y a aussi par exemple des radiogalaxies, c'est-à-dire des objets extrêmement spectaculaires qui émettent des lobes radio dans les directions opposées avec des jets relativistes, etc. Toute une classe de noyaux actifs de galaxies dans lequel on soupçonne depuis longtemps l'existence de trous noirs géants. Et ce n'est que depuis quelques années que, grâce aux développements instrumentaux, télescope spatial, VLT, etc., on peut faire réellement des mesures assez précises sur l'environnement de ces noyaux de galaxies pour mettre en évidence, toujours par des effets de dynamique, la masse du trou noir massif central. Alors, comme dans les trous noirs stellaires, mais à grande échelle ici pour un quasar par exemple, ce serait toujours le même phénomène, un trou noir en rotation par exemple, cette fois-ci il est géant, avec un disque d'accrétion autour et dans la direction perpendiculaire l'émission de G. Alors parmi les innombrables candidats, il y en a plein, donc voilà la belle galaxie du Sombrero qui est ma galaxie préférée, Centaurus A, d'autres galaxies donc qui sont toutes censées abriter des trous noirs. Parmi les meilleurs candidats, il y a la galaxie Messier 87 qui n'est pas une galaxie active, en fait, parce que le trou noir est tellement gros qu'il a mangé pratiquement tout le gaz disponible. Donc il est en quelque sorte dormant ou éteint. Il faut attendre peut-être qu'un jour une étoile tombe dans le trou noir pour le réactiver. Voilà. Donc en fait, des mesures récentes m'ont permis d'étudier carrément le disque d'accrétion autour du centre de Messier 87 et ont mis deux composantes, une composante du gaz qui se rapproche et une qui s'éloigne, et par spectroscopie et effet Doppler, on mesure la vitesse de rotation du gaz et on en déduit donc la masse du trou noir central. Même chose pour d'autres galaxies, notamment celle-là. Sans doute le candidat le plus fort pour les trous noirs supermassifs, NGC 4258, où carrément on a pu calibrer la vitesse de rotation du gaz en fonction de la distance à la masse centrale. Et on a vraiment une loi keplérienne, rotation autour d'un corps dont on en déduit la masse. Et c'est 40 millions de fois la masse du Soleil. J'ai presque fini en rappelant que, un peu au début de mes études là, j'ai travaillé avec Brandon Carter et quelques autres collaborateurs sur un phénomène qui nous semblait bien intéressant à l'époque, mais qui malheureusement à l'époque ne pouvait pas vraiment être vu dans les télescopes disponibles, c'est le phénomène donc de rupture d'étoiles par les forces de marée d'un trou noir. Le trou noir distord l'espace et le temps dans son voisinage. Les distorsions d'espace s'appellent des forces de marée, l'équivalent des marées que la Lune cause sur la Terre. Pour un trou noir, vous imaginez que les forces de marée sont gigantesques. Elles peuvent devenir suffisamment grandes pour briser carrément une étoile qui s'aventure trop près d'un trou noir. Et nous avions donc calculé en fait l'évolution d'une étoile franchissant une zone critique qui s'appelle la limite de Roche, qui est en fait la limite de rupture de l'étoile par les forces de marée. Et nous avions calculé que si l'étoile pénétrait profondément dans le rayon de marée sans tomber dans le trou noir, elle était en quelques minutes aplatie dans le plan de son orbite comme une crêpe. Après étant aplatie comme une crêpe avec une forte augmentation de densité de la température, il y avait un rebond et l'étoile explosait. D'où, avec beaucoup d'émissions d'énergie, d'où le modèle de la crêpe stellaire flambée. Alors on a fait beaucoup de calculs, beaucoup de papiers prédisant ce genre de phénomène, et ce n'est que beaucoup plus tard que des premiers indices observationnels sont arrivés en 1995 avec des flambées au centre de certains noyaux actifs de galaxies, et de façon plus convaincante,
Aujourd'hui, quand on dispose de satellites X comme Rosat et d'autres, XMM Newton, on observe de temps en temps des flambées dans des noyaux de galaxies qui sont interprétables par des étoiles brisées par les forces de marée. Voilà. Bon, ici, c'est une petite animation qui a été faite non pas par Alain Riazzolo ou moi-même, mais par la NASA. Donc elle n'est pas terrible, vous allez voir. Mais en fait, ça donne une idée quand même. Hein. Ici, vous êtes censé voir le trou noir. Ici, le rayon critique de marée. Et on va faire arriver une étoile. Hop, l'étoile, elle va arriver. Oui, voilà, elle arrive. Elle frôle le rayon de marée. Elle est liée au trou noir, hein, donc elle va revenir sur son orbite elliptique. C'est un accéléré, évidemment. Et là, hop, ça y est, elle a franchi le rayon critique, et vous voyez, après, très rapidement, ça y est, elle est écrasée, la crêpe stellaire, ça explose, etc. Bien, voilà. Alors, en fait, ces vieux travaux sont réactivés, justement, par ce type d'observation, et donc, juste un travail que je suis en train de mener, parce que je ne fais pas que de la vulgarisation scientifique, hein, je continue, évidemment, à faire des travaux techniques, et notamment, je suis revenu, après mes univers chiffonnés, sur des études un peu compliquées de crêpes stellaires flambées, avec un calcul hydrodynamique, ondes de choc, etc., avec un de mes étudiants qui s'appelle Mathieu Brassard, et notre dernier calcul montre, par exemple, que pour une certaine pénétration importante dans le rayon de marée d'un trou noir, pour une étoile ordinaire, comme le Soleil, eh bien, on a une augmentation faramineuse de la température au centre de l'étoile, car on a en plus une onde de choc qui va booster la température, en plus de la compression de la crêpe, on a une onde de choc qui va augmenter l'entropie, qui va augmenter la température, et vous voyez qu'on peut avoir ici des augmentations de la température centrale d'un facteur 1000 pendant une fraction de seconde. Augmenter de facteur 1000 la température au centre d'une étoile de la séquence principale, ça veut dire que vous multipliez par 1000 les 15 millions de degrés qu'il y a à la surface, qu'il y a au centre d'une étoile comme le Soleil. Donc vous dépassez le milliard de degrés. Donc la possibilité, ça c'est encore à voir, ça fait partie des développements de nos travaux actuels, la possibilité d'avoir des brusques bouffées de rayonnement gamma extrêmement énergétiques et très brèves à étudier plus profondément. Voilà. Donc en fait, vous avez entendu parler des ondes gravitationnelles. Dans le futur, la façon la plus prometteuse de mettre définitivement en évidence les propriétés des trous noirs sera éventuellement de détecter les ondes gravitationnelles émises soit lors de la formation d'un trou noir, par effondrement d'une étoile unique, ou lors de la coalescence de deux trous noirs. Donc les détecteurs d'ondes gravitationnelles commencent à être opérationnels. Celui-là, c'est l'image du détecteur franco-italien qui s'appelle le Virgo, qui est installé près de Pise en Italie. Il y a un détecteur qui s'appelle le LIGO, qui est aux États-Unis. Ils sont en opération depuis plusieurs mois. Pour l'instant, ils n'ont rien détecté. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est parce qu'en fait le signal est extrêmement faible, il faut sans doute attendre la prochaine génération des instruments, mais les théoriciens ont calculé le signal gravitationnel qui devrait être émis, notamment donc, par une étoile, l'effondrement d'une étoile formant un trou noir, on devrait avoir l'amplitude de l'onde gravitationnelle donnée par cette courbe, ou lors de la coalescence de deux étoiles à neutrons pour former un trou noir, on aurait une signature plus claire et plus intéressante. Bon, tout ça c'est calculé les échelles de temps. On attend un signal maintenant dans le détecteur. Et si on n'en a pas, eh bien, on va passer au projet LISA, c'est-à-dire embarquer des détecteurs dans l'espace pour avoir une très large base. Et dans l'espace, donc, on aurait des détecteurs d'ondes gravitationnelles séparés par plusieurs millions de kilomètres, tournant autour du Soleil, avec la possibilité donc de détecter des ondes gravitationnelles de plus faible amplitude, par exemple la coalescence de trous noirs géants. Dans certains noyaux de galaxies, on observe des noyaux doubles parce que tout simplement les galaxies ont fusionné, chacune avait un trou noir massif au centre et les trous noirs se mettent en rotation l'un autour de l'autre. Ce sont des trous noirs géants et sur des échelles de quelques millions d'années, ces trous noirs vont perdre de l'énergie par ondes gravitationnelles et vont finir par fusionner. Ce type de fusion de trous noirs géants pourrait être détecté par par LISA. Voilà. Donc, j'ai largement abusé de mon temps de parole et je n'ai plus le temps de vous parler du destin de l'univers. Ou alors en 5 minutes. 10 minutes. Allez, 10 minutes. Ça va aller très vite. Le maître Einstein, vous avez tout compris. Hein, c'est le maître, le père de la cosmologie moderne. L'essentiel en cosmologie, c'est que cette fois-ci, la courbure de l'espace-temps n'est pas localisée autour d'un astre particulier, elle est répartie uniformément dans l'espace parce que les galaxies et les amas de galaxies sont répartis à grande échelle uniformément dans l'espace. Donc on va avoir une courbure générale de l'espace
Mais comme en fait en relativité l'espace est lié au temps, la matière et l'énergie courbent le temps également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tissu de l'espace est non seulement déformé spatialement, mais également qu'au cours du temps, il ne peut pas être statique. Donc il peut être soit en expansion, soit en contraction. C'est la fameuse découverte donc des solutions non statiques de la relativité générale, décrivant ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Big Bang. L'espace n'est pas statique, il évolue nécessairement au cours du temps, à partir du moment où il est rempli d'une distribution uniforme de matière et d'énergie. Alors voici les fameuses trois courbes décrivant les trois destins possibles de l'univers, c'est-à-dire ce sont les trois solutions exactes de la relativité générale qu'on appelle les solutions de Friedmann de Lemaitre en fonction des paramètres. Donc ça c'est la courbe numéro 1, c'est le fameux modèle en expansion-contraction, Big Bang, Big Crunch. Le modèle numéro 2, c'est un modèle en expansion perpétuelle mais qui décélère au cours du temps. Et le modèle numéro 3, modèle en expansion perpétuelle, qui s'accélère à partir d'un certain moment. Aujourd'hui, les observations indiquent que nous sommes dans une phase d'expansion. Reste à savoir si nous sommes sur la courbe 1, 2 ou 3. Alors tout ça, c'est l'objet de conférences tout entières, donc je donne tout de suite le résultat. Le résultat provisoire tout de même. L'observation d'un certain nombre de phénomènes, notamment de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, le décodage de cette carte du rayonnement fossile, ainsi que l'utilisation de l'observation de certains types de supernovas, font pencher actuellement la balance vers le modèle numéro 3, c'est-à-dire vers un modèle en expansion perpétuelle accéléré. Alors pourquoi il y aurait une accélération de l'expansion cosmique? Parce qu'il semblerait que l'énergie, la densité d'énergie dans l'univers soit dominée non pas par la matière gravitante, mais par une forme d'énergie qu'on appelle la dark energy, l'énergie noire, qui elle est antigravitante et répulsive, et comme c'est elle qui domine, c'est elle qui impulserait cette accélération de l'expansion cosmique. Donc du coup, on peut établir sur ce schéma-là une sorte de calendrier cosmique en prédisant le futur très lointain de l'univers, que je vous donne maintenant pour finir. Le calendrier cosmique. Alors le temps zéro, c'est le Big Bang. Ça va aller très vite, vous allez voir. Parce que 14 milliards d'années, c'est aujourd'hui. Au bout de 19 milliards d'années, de façon très, très anthropomorphe, on s'intéresse au destin de notre petite étoile. Donc c'est la fin du Soleil et de notre système solaire. Alors évidemment, il y a d'autres étoiles ailleurs dans l'univers. Donc au bout de 1000 milliards d'années, toutes les étoiles de l'univers s'éteignent. Ben oui, parce qu'il n'y a plus de gaz pour reformer des étoiles. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste, alors dans un peu plus longtemps, en 10 puissance 20 années, les galaxies elles-mêmes s'évaporent. Ça veut dire qu'en fait, les étoiles quittent les galaxies, c'est plus des structures gravitationnellement liées. Et qu'est-ce qui reste dans l'univers? Un immense champ, je n'ose dire cimetière, d'étoiles mortes, des corps rocheux, des trous noirs, des étoiles à neutrons, des planètes, etc., etc. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'étoiles qui brillent. Alors est-ce que c'est fini? Non. Au bout de 10 puissance 27 années, certains trous noirs se sont associés entre eux, ils ont formé des trous noirs galactiques, des trous noirs géants de 10 puissance 11 masses solaires. Et au bout de 10 puissance 31 années, il y a carrément des trous noirs supergalactiques qui se sont formés, 1 million de milliards de masses solaires, et puis à côté de ça, des objets minuscules, des étoiles naines, des planètes et des astéroïdes. Est-ce que c'est fini? Non. Mais parce que maintenant, sur des échelles de temps extrêmement longues, les trous noirs, même gros, commencent à s'évaporer. Parce que c'est vrai que normalement, la physique quantique ne concerne que les petits trous noirs, mais si on attend suffisamment longtemps, l'effet tunnel et tout ce que vous voulez en physique quantique fait que tout processus quantique finit par se produire au bout d'un certain temps. Donc au bout de 10 puissance 67 années, ça commence à faire pas mal, les trous noirs stellaires commencent à s'évaporer. Donc il commence à y avoir à nouveau de la lumière dans l'univers, dû à l'évaporation de ces trous noirs. Et puis au bout de 10 puissance 105 années, même les plus gros se sont évaporés. Et il reste quand même donc des étoiles à neutrons, des naines noires, des planètes et des astéroïdes. Est-ce que c'est fini? Non. Au bout de 10 puissance 1500 années, on entre dans ce qu'on appelle l'âge du fer. On a connu ça il n'y a pas longtemps sur Terre, mais là c'est à l'échelle cosmique. L'âge du fer, c'est un phénomène quantique qui fait que par ce qu'on appelle l'effet tunnel, toute la matière va se transformer quantiquement en fer. Donc en fait, les étoiles à neutrons, les étoiles naines, les planètes, les astéroïdes vont se transformer en étoiles de fer. Voilà. Et puis si on attend encore un peu plus longtemps, un autre effet tunnel va transformer le fer en neutrons. Et donc on a l'âge des neutrons, c'est-à-dire en fait où tout va être sous forme de neutrons. Est-ce que c'est fini? Je m'y perds moi-même. Ah oui, voilà. Troisième effet, au bout d'un certain temps, toujours par un effet tunnel, les étoiles à neutrons
vont se transformer en trous noirs. Alors non pas parce que ça dépasse la masse critique, mais par un effet purement quantique. Voilà. Simplement, là, l'échelle de temps, c'est 10 puissance 76 années. Voilà. C'est un chiffre aussi grand que tous les livres de la Terre ne suffiraient pas à l'écrire. Hein. Bon, ça se calcule, et c'est tout de même une extrapolation assez énorme. Et après, là, je n'ose mettre une échelle temporelle, parce que les trous noirs formés, au bout de ce temps, ils finiront encore après par s'évaporer. Et finalement, l'univers se réduira en bain de photons très très froid. Voilà. Donc ça, c'est le scénario plausible, à moins que des tas de découvertes physiques nouvelles nous permettront de dire autre chose. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Simplement, si vous trouvez que ces spéculations sur l'avenir très lointain n'ont plus aucun sens, je me contenterai de donner une petite citation de Woody Allen. Ah non, pardon, je saute ça. Voilà. Le futur de l'univers, ça m'intéresse, parce que c'est là où je compte finir mes jours. Voilà. Bien, tu nous as fait voyager un petit peu jusqu'au bout, là. Hein. Je suppose que vous avez des tas de questions à poser. Je voudrais poser juste 3 petites questions. La première question, c'est concernant le trou noir. D'après le dernier calendrier que vous avez donné, si on pourrait estimer que 10 puissance 67 années, c'est l'éternité en quelque sorte, est-ce que ça voudrait dire que le trou noir, c'est le destin en quelque sorte des astres? C'est fini, après les trous noirs, il n'y a pas autre transformation. D'abord, pour répondre à cette première question très rapidement, en fait, dans l'évolution à grande échelle de l'univers, il y a à la fois deux processus antagonistes. Une deuxième. Il y a la tendance localement à la matière à se concentrer, et là, la tendance inéluctable, c'est former des trous noirs. Mais en compétition, il y a l'expansion du tissu spatial, qui a tendance à séparer les objets entre eux. Et donc, il y a une compétition, une sorte de course de vitesse entre l'expansion de l'espace qui va séparer les objets et, localement, la gravité qui va avoir tendance à les condenser. Donc, le destin de l'univers que je vous ai montré, c'est quelque chose, effectivement, qui joue sur les deux registres. Alors, est-il pertinent d'évoquer ou d'étudier le destin de l'univers si, par exemple, on ne connaît pas encore l'architecture de l'univers? Vous avez étudié, par exemple, vous avez évoqué l'espace chiffonné, vous avez parlé de l'espace octotétraèdre de Poincaré. Le nombre de galaxies est-il réel, pas réel? Donc, comment on peut après étudier si on n'a pas toutes ces données, si on n'a pas de certitude sur ça? D'accord. Première chose, en fait, les considérations topologiques dont je suis friand, les modèles d'univers chiffonné, dodéca de Poincaré, etc., n'affectent en rien les échelles temporelles sur l'évolution de l'univers. Que l'univers soit fini, borné, reconnecté sur lui-même ou infini, etc., il a la même dynamique et la même échelle temporelle. Donc les échelles de temps que j'ai montrées ici s'appliqueraient tout aussi bien au dodécade de Poincaré qu'à l'univers plat infini, par exemple. Voilà. Deuxièmement, vous avez absolument raison. Je me suis quand même un peu amusé à ce calendrier cosmique pour vous faire rire, détendre l'atmosphère après des choses compliquées que je vous ai dites. Mais évidemment, sous ceci, le calendrier que je vous ai montré est extrêmement spéculatif et il est dans un scénario particulier. Et en fait, la vraie question, c'est celle-là. C'est en fait, est-ce que l'univers est vraiment dominé par ce qu'on appelle l'énergie sombre et quelle est l'évolution au cours du temps de l'énergie sombre? Alors, si l'énergie sombre au cours du temps reste constante, comme l'indiquent les modèles le plus simples, par exemple si on l'interprète comme une énergie du vide, alors effectivement, on a la courbe en bleu ici, expansion perpétuelle accélérée. Mais en fait, beaucoup de théoriciens travaillent aujourd'hui sur la nature de l'énergie sombre. Est-ce que c'est l'énergie du vide ou est-ce que c'est autre chose? Il y a des théoriciens qui développent des modèles dits de quintessence dans lesquels cette énergie sombre répulsive varie au cours du temps et par exemple dans le futur pourrait diminuer. Et si elle diminue dans le futur, à nouveau la matière deviendrait dominante et on pourrait récupérer le Big Crunch. Donc vous voyez que tout n'est pas perdu. Ce n'est pas forcément le cimetière froid que je vous ai indiqué. Voilà. Au contraire, s'il y a une forme d'énergie théorique qui s'appelle l'énergie fantôme, qui carrément augmente de plus en plus, tout en étant répulsive. Alors là, ce serait encore pire. Et en fait, l'accélération de l'univers serait tellement fantastiquement
rapide dans le futur, qu'en fait, il y aurait une singularité dans le futur qu'on appelle le Big Rip, c'est-à-dire le déchirement final. Ça veut dire que le taux d'expansion de l'espace serait tellement démesuré qu'à toutes les échelles, l'espace éclaterait, y compris à l'échelle des atomes et des particules élémentaires. Donc, dans 20 milliards d'années, dans ce modèle-là, plus aucune structure matérielle ne subsisterait parce qu'elle serait déchirée par l'espace lui-même. Donc, vous voyez qu'on est encore très loin d'avoir résolu ces questions du destin de l'univers. Heureusement, sinon on n'aurait plus rien à faire. Moi, je voudrais une question un petit peu plus terre à terre, si je puis dire. Je me mets à la place d'une agence de voyage qui promet des périples autour des trous noirs. Alors, on a bien vu qu'il y a des trous noirs sur lesquels on va s'écraser parce que la densité est quand même très grande. Oui. Densité pour une certaine masse. Il y en a d'autres où la densité est faible, mais les crêpes, les étoiles ont l'air de s'y perdre un peu. Donc, est-ce qu'il y a des masses pour lesquelles on pourrait quand même rentrer tranquillement sans trop être dérangé? Les trous noirs stellaires, dont les masses sont 10 fois la masse du Soleil à peu près, dont les rayons sont l'ordre de 3 km, vous ne pourrez jamais vous en approcher. C'est-à-dire que déjà à 1000 km de distance, c'est-à-dire que vous êtes assez loin du trou noir qui ne fait que 3 km, les forces de marée sont tellement gigantesques que vous seriez étiré comme des spaghettis et votre vaisseau spatial serait détruit. Voilà. En revanche, effectivement, comme tu le dis Daniel, pour les trous noirs plus massifs, les forces de marée sont beaucoup plus faibles et on pourrait franchir sans dommage physique la surface d'un trou noir à partir d'une masse de l'ordre de 10 000 masses solaires. Donc en fait, pour l'exploration du futur, c'est plutôt ces trous noirs massifs qui nous intéressent. Il faut faire attention, il faut bien cibler. Pour les trous noirs géants, un trou noir de 1 milliard de masses solaires, vous rentrez dans ce trou noir-là et vous avez au moins quelques heures ou quelques jours devant vous en chute libre dans ce trou noir gigantesque avant de éventuellement être tout de même finir de vilaine façon au centre du trou noir. Mais vous avez du temps pour l'explorer. Oui, moi je voulais vous demander, vous disiez que l'univers était en expansion, mais ça peut pas être l'inverse, c'est-à-dire en rétraction, puisque vous avez émis deux hypothèses, vous avez parlé de l'univers en expansion qui finalement explose d'ailleurs, et l'autre, oui, et l'autre hypothèse, vous avez employé le mot rétraction, je crois. Celle-là, c'est pas envisageable alors. Et j'avais lu également dans un livre, je sais plus si c'était d'Hubert Reeves, que par le trou noir, on pouvait aller vers le futur, mais aussi aller dans le passé. Oui. Oui. Et ça, c'est... Mais vous pouvez les lire dans les miens aussi. Je plaisante. Bon, la possibilité de l'univers en contraction existe comme solution possible. Le modèle d'univers en expansion-contraction existe sur le papier. Actuellement, les observations font pencher la balance en faveur d'une expansion, non seulement aujourd'hui, elle est clairement visible à travers la fuite apparente des galaxies, mais également perpétuellement dans le futur. Donc la balance expérimentale penche plutôt en faveur d'une expansion générale de l'espace. Voilà. Quant au voyage dans le passé, eh bien, en fait, c'est lié à la possibilité de trous de verre. Quand j'ai dit que les trous de verre étaient des structures théoriques, mais qui permettaient des raccourcis dans l'espace-temps, des raccourcis dans l'espace-temps, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et donc on peut faire des voyages non seulement dans l'espace, mais également dans le temps, en avant ou en arrière, donc des voyages dans le passé. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments contre l'existence des trous de verre, c'est que s'ils existaient, des civilisations du futur auraient maîtrisé le voyage temporel par les trous de verre et seraient venues nous rendre visite. Alors comme bon, ça ne s'est pas produit de façon flagrante, il y en a qui croient, hein, mais bon. Bon, ça va plutôt à l'encontre de cette hypothèse. Au tout début de votre exposé, vous nous avez parlé de trous noirs qui auraient des milliards de kilomètres de taille. Est-ce qu'ils existeraient, si j'ai bien entendu, est-ce qu'ils existeraient qu'à partir de 10 puissance 31 ans, ou est-ce qu'il y en aurait dans l'univers actuellement? Et ils seraient la conséquence de quoi, et ils seraient situés où? Oui, alors un trou noir de milliards de kilomètres, ça veut dire que c'est un trou noir qui a à peu près 1 milliard de masses solaires. Donc je vous ai déjà montré un candidat trou noir dans une galaxie existant bel et bien, Messier 87, 5 milliards de fois la masse du Soleil. Donc ce trou noir-là, son rayon théorique, c'est 15 milliards de kilomètres. D'accord? Donc c'est déjà un trou noir géant. Donc les trous noirs géants existent déjà. Et la deuxième question, c'était quoi? Comment se forment-ils? Alors, où sont-ils? Ils sont dans les galaxies. Comment se forment-ils? C'est très important parce qu'effectivement, comment se forment ces trous noirs géants? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario, c'est la croissance à partir d'un trou noir initialement stellaire. Vous avez au début de la vie d'une galaxie, c'est-à-dire il y a 13 milliards d'années, un trou noir normal qui se forme 10 fois la masse du Soleil. S'il est dans un environnement riche, il absorbe.
de la matière. Et donc il grossit. Et on a calculé les échelles d'évolution, les échelles temporelles, de croissance d'un trou noir, et c'est compatible. La croissance d'un trou noir initialement de 10 masses solaires pour arriver à 100 millions ou 1 milliard de fois la masse solaire, en 15 milliards d'années, à peu près l'âge de l'univers, c'est possible si l'environnement est suffisamment riche. Donc c'est un premier scénario possible. Pas évident, mais possible. Un autre scénario, c'est la formation directe d'un trou noir géant par l'effondrement d'un amas d'étoiles tout entier. Il y a des amas d'étoiles, vous avez vu des amas globulaires. Il peut y avoir des amas d'étoiles encore plus serrés qui, deviennent tellement serrés, connaissent une instabilité gravitationnelle globale et l'amas tout entier s'effondre à l'intérieur de son rayon de Schwarzschild et peut provoquer d'un seul coup un trou noir géant. Troisième hypothèse, et peut-être la réalité c'est une combinaison de tout cela, des trous noirs géants formés au tout début de l'univers, lors du Big Bang ou peu après le Big Bang, par pression extérieure, c'est-à-dire les grumeaux de l'univers primitif sur différentes tailles. Certains grumeaux auraient pu s'effondrer sous la pression extérieure et des grumeaux de toute taille. Donc non seulement des micro-trous noirs, mais des trous noirs géants. C'est une hypothèse actuellement revisitée. Elle avait été un peu délaissée pendant des années. Elle est actuellement revisitée par ceux qui s'intéressent à la formation des galaxies. Parce qu'on s'aperçoit, quand on s'intéresse à la formation des galaxies, que les galaxies semblent être apparues extrêmement tôt dans l'histoire de l'univers. Et si on s'en tient à juste la gravitation habituelle et des choses comme ça, c'est un peu difficile, à partir des fluctuations initiales, de former si rapidement des galaxies. Donc l'hypothèse de trous noirs, d'une première génération d'objets qui seraient des trous noirs primordiaux, qui serviraient de germe à la formation des galaxies, est en train, effectivement, de reprendre du poil de la bête et est prise très au sérieux par beaucoup d'astrophysiciens. Bonsoir. Lee Smolin spécule que les propriétés des particules élémentaires pourraient résulter d'une forme de sélection naturelle dont l'objectif serait de maximiser le nombre des trous noirs produits dans l'univers. Donc, qu'en pensez-vous? Et deuxième question, pouvez-vous dire quelques mots sur la gravité quantique en boucle? Oui. Une demi-heure de plus? Non, alors, très rapidement. Les idées de Lee Smolin, bon, Lee Smolin fait partie de ces physiciens théoriciens très brillants et parmi les plus originaux actuellement, qui réfléchissent sur des théories dites de gravité quantique censées généraliser la relativité générale en incluant les phénomènes de physique quantique et faire une théorie générale de toutes les interactions qu'on appelle la théorie de gravité quantique. Bien, alors il y a plusieurs pistes qui sont suivies. Il y en a qui travaillent sur la théorie des cordes ou des supercordes ou la théorie des branes, puis il y en a qui travaillent sur la théorie de la gravité quantique à boucle, enfin, une petite chose comme ça. Lee Smolin, parmi les idées originales qu'il a avancées, a fait l'hypothèse que le processus de sélection naturelle de Darwin, qui s'applique normalement à l'évolution des espèces, pourrait carrément s'appliquer à l'échelle cosmique sur l'évolution des univers. Alors pourquoi des univers? Parce que j'ai fait allusion à un moment, très rapidement, de façon très simplifiée, à l'hypothèse des baby universe. C'est-à-dire que lorsqu'un trou noir se forme, à l'intérieur du trou noir, peut se former une nouvelle poche de l'espace-temps, créant un univers interne au trou noir. D'accord? Bon. Alors dans ce nouvel univers créé dans le trou noir, cet univers-là a des constantes fondamentales de la nature qui sont ce qu'elles sont, par le hasard des fluctuations quantiques, etc. Si les constantes de la nature permettent la formation d'étoiles, etc., dans cet univers, dans ce bébé univers, ben les grosses étoiles vont former des trous noirs. Et à leur tour, ces trous noirs-là vont former des bébés univers. Donc la seule façon dont un univers puisse s'auto-reproduire, en fabriquant toujours des bébés, des générations d'univers, c'est de former des trous noirs. Donc le trou noir, et dans ce scénario-là, c'est le passage obligé pour qu'un univers puisse se reproduire. C'est ça l'idée de Smolin. Et la sélection naturelle, c'est que parmi toutes les configurations possibles réalisées dans la nature, parce que ça obéit à la statistique quantique, seules les mutations favorables seraient celles qui permettraient des univers à trous noirs. Dès qu'un univers ne pourrait pas former de trous noirs parce que les constantes fondamentales ne le permettraient pas, ces univers-là deviendraient stériles et s'éteindraient d'eux-mêmes. C'est ça l'idée de Smolin. A-t-on une idée de ce que devient la matière dans un trou noir? Oui, alors, tout dépend de s'il y a une singularité ou pas. S'il y a une singularité, la matière est censée être indéfiniment comprimée dans la singularité. Mais en général, les singularités sont, des extrapolations mathématiques dont les physiciens ne veulent pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les nouvelles théories de gravité quantique, on essaie de trouver des modèles dans lesquels la singularité est éliminée. Donc, en fait,
la matière serait comprimée, mais pas indéfiniment. Alors elle pourrait par exemple rebondir, elle pourrait se transformer, elle pourrait devenir antigravitante. Il y a plein de modèles possibles. Alors, pour faire écho à la deuxième partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu, parmi les deux voies actuellement les plus suivies pour faire des théories de gravité quantique, il y a les supercordes et la théorie de la gravité quantique à boucle. Dans ces deux approches très différentes, mais qui toutes deux tentent d'unifier la relativité générale et la physique quantique, dans ces deux approches, les singularités sont effectivement éliminées au point que le Big Bang, en tant que début strict de l'univers temps zéro, est éliminé lui-même et que l'on peut parler d'un avant le Big Bang. Et donc il y a des modèles aujourd'hui de cosmologie qui apparaissent, qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang, qui sont encore certes très spéculatifs, mais qui permettent d'envisager enfin, question qu'on m'a posée pendant des années quand je faisais des conférences de vulgarisation de cosmologie, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Tant que cette théorie-là n'existait pas, je ne pouvais pas répondre. Où je disais le Big Bang est censé avoir créé le temps, donc la question n'a pas de sens. Aujourd'hui, elle ne voit un sens parce que le Big Bang ne créerait pas le temps, parce qu'il y en aurait un avant le Big Bang. Donc vous voyez qu'on est encore au début de toutes nos recherches, en fait. Hein. On ne fait que commencer à comprendre les mystères de l'univers. Oui. Oui, si j'ai bien compris, plus un trou noir est grand, plus la densité à l'intérieur du trou noir est faible. Ce qui paraît comme c'est complètement aberrant. C'est-à-dire qu'un tout petit trou noir est extrêmement dense, est énorme et a une densité très faible. Pourquoi ça vous paraît étrange? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? D'abord parce que... Si vous prenez une petite bille, une bille d'enfant, bon, elle a une densité, je ne sais pas, quelques grammes par centimètre cube. Si vous prenez une grande bulle d'air, la densité est faible. Je veux dire, tout dépend de la matière qui compose. Ou, je veux dire, il n'y a pas de lien particulier entre la taille et la densité. Alors pour le trou noir, il y en a un, effectivement. Une des façons de créer des trous noirs, c'est d'abord accumuler de la matière. Oui. Donc, au départ, un trou noir est extrêmement dense, et puis après, plus on ajoute de la matière, plus ça devient léger. Ça... Oui, non, mais parce que j'utilise indûment le terme de densité. Ah, d'accord. C'est en fait la masse volumique moyenne. Hein, sans se préoccuper de où est la matière dans le trou noir. Est-ce qu'elle occupe totalement la sphère du trou noir ou est-ce qu'elle est concentrée au centre? On fait juste une moyenne. On divise le volume général, que l'on connaît parce qu'on connaît le rayon, etc., par la masse, que l'on peut mesurer également. Voilà, on obtient en grammes par centimètre cube la densité moyenne du trou noir. Et on trouve donc effectivement que pour les trous noirs petits, cette densité est extrêmement élevée, mais pour les trous noirs très gros, cette densité moyenne, elle est faible. Il n'y a pas trop de paradoxe de penser qu'un trou noir initialement petit, donc dense, en grossissant, il devienne de moins en moins dense. Excuse-moi Jean-Pierre, dans le cas de gros trous noirs, justement, oui, de 10 puissance 9 masse solaire, oui, comment elle est distribuée la densité à l'intérieur? On a une idée de ça? Est-ce que tu parles de densité moyenne, oui, d'accord, qui est assez faible, mais est-ce qu'il y a aussi une stratification de densité de l'intérieur vers l'extérieur? On n'en sait pas plus que pour les trous noirs, quelle que soit la nature, la masse du trou noir, tant qu'on ignore la véritable structure interne d'un trou noir, savoir s'il y a une singularité ou pas, on ignore totalement la distribution de la matière. On ignore tout ça, on ignore tout depuis le début, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il y a eu des calculs, des modèles qui ont été faits pour essayer de... Bon. Alors qu'est-ce que ça donne en général? Le modèle le plus simple, mais qui est évidemment faux, c'est la singularité, et donc toute la masse est dans un point, et le reste c'est vide. Donc le trou noir, c'est une grosse boule vide, avec juste au milieu une masse. Quelle que soit la masse, 10 puissance 9, 10 puissance 10. Quelle que soit la masse. Voilà. Donc okay, ça, c'est le modèle le plus simple, mais qui est évidemment faux, parce qu'il ne peut pas y avoir de singularité. Donc il y a d'autres modèles, par exemple le fait que la matière s'effondre dans un trou noir, au lieu de former une singularité, à un certain degré de concentration extrême, selon certaines théories, la gravité devient répulsive à très forte concentration, et la matière rebondit. Et donc en fait, on aurait une sorte de pulsation de la matière à l'intérieur du trou noir. La matière ne pourrait pas ressortir dans cette pulsation, mais périodiquement, elle sera en expansion-contraction, un peu comme le modèle Big Bang Big Crunch. D'ailleurs, l'hypothèse du trou noir univers repose sur l'idée d'un univers en expansion-contraction à l'intérieur d'un trou noir qui serait notre trou noir univers. Il y a une question là. Bonsoir. Ma question est à propos du gel du temps. Comment peut-on affirmer qu'à un certain moment, le temps s'arrête, alors qu'à ce que j'ai vu, on n'a pas de preuve pour affirmer ça. Oui, alors c'est tout simplement parce que nous, dans la vie de tous les jours, on a tendance à penser que le temps c'est quelque chose d'absolu, c'est-à-dire que si on a tous la même montre, qu'on règle tous à l'heure, on aura toujours tous la même heure.
Bon, mais en fait, dans l'univers, c'est pas comme ça. Le temps, c'est quelque chose d'élastique. Et donc, en fait, la montre de quelqu'un qui va tomber dans un trou noir ne va pas tourner à la même vitesse que la montre, même si au départ elle est identique, de celui qui va rester à l'extérieur du trou noir. Alors le phénomène du gel de temps, c'est le fait que l'illusion que pour quelqu'un qui reste à l'extérieur d'un trou noir et qui veut observer la montre qui tombe dans le trou noir, ben, il verra cette montre ralentir, c'est-à-dire les aiguilles finir par se figer et il ne verra jamais en fait le franchissement du trou noir lui-même. Mais ce n'est qu'une illusion. La scène véritable, c'est la montre qui tombe dans le trou noir au bout d'un temps fini, parfaitement mesurable. Oui, c'est difficile de se le représenter. Il faut faire un peu de relativité pour attendre encore quelques années. Si j'ai bien compris, mais j'en suis pas sûr, bonsoir, vous avez conceptualisé et modélisé les trous noirs avant de les observer. Est-ce que ceci est vrai? Et est-ce que les observations que vous avez faites sont en accord avec les modèles? C'est-à-dire au fur et à mesure que vous observez les objets que vous avez conceptualisés au départ, est-ce que c'est conforme ou ça remet en question les modèles? Oui, ben en fait, l'enrichissement se fait de quel côté? C'est l'essentiel de la problématique des sciences de l'univers, c'est que la plupart des grandes choses d'aujourd'hui ont d'abord été des découvertes théoriques, des prédictions théoriques. Alors, parmi toutes les prédictions théoriques, il y en a 99% qui sont allées à la poubelle, bien entendu. Puis il y en a quelques-unes qui ont subsisté. Pourquoi ont-elles subsisté? Parce qu'un jour, il y a eu des indices expérimentaux montrant que cette possibilité théorique était sans doute valable. C'est le cas des naines blanches, c'est le cas des étoiles à neutrons, c'est le cas des trous noirs, c'est le cas des solutions de Friedmann-Lemaitre décrivant l'expansion de l'univers, etc., etc. Aujourd'hui, on a suffisamment d'observations et d'expériences qui permettent à la fois de corroborer les idées de base du modèle, mais surtout après de les affiner, de les corriger légèrement. Et donc tout le progrès de la science, c'est l'aller-retour permanent entre une théorie qui fait des prédictions initiales et qui est petit à petit soit éliminée par les observations, ou soit corroborée, mais légèrement modifiée, légèrement amendée. On traficote un petit peu les paramètres et c'est comme ça que l'on avance. Cela dit, pour les trous noirs, beaucoup d'idées de base initiales. Dès les années 1960, les grands théoriciens des trous noirs, c'est Penrose, Hawking, Carter, Wheeler, etc. Les développements théoriques se sont faits entre les années 60 et 80-90. Après, toutes les observations astronomiques sont allées plutôt en confirmation de ça. Mais pour l'instant, les indices astronomiques sont encore très faibles par rapport à la puissance théorique. Donc on est encore très loin d'avoir vraiment vérifié les prédictions théoriques exactes. On n'a qu'un schéma global. Probablement, il existe des objets qui ressemblent vraiment à des puits gravitationnels avec un horizon des événements. Est-ce que c'est exactement le trou noir de la relativité générale? Ça reste encore à prouver. Et justement, le grand espoir des ondes gravitationnelles, c'est justement d'avoir une signature plus précise que les observations astrophysiques passant par l'astronomie des hautes énergies, la création de gaz, etc. Là, on aura des signatures plus précises sur véritablement l'état de ces objets candidats trous noirs. Voilà, mais il faudrait quand même faire un petit peu plus de part aux observateurs, parce que je crois que l'observation a aussi de temps en temps précédé la théorie. Quand même. Bien entendu. Bien entendu. Et le dernier exemple en date, c'est je citais les astres dont je parlais aujourd'hui, c'est-à-dire les astres compacts. Il se trouve que derniers exemples, par exemple les exoplanètes, ça nous a complètement remis complètement en cause les théories de formation du système solaire. Ah oui, d'accord. Par exemple. Les exoplanètes étaient attendues depuis Démocrite. Ah oui, d'accord. Après, le pied de Jupiter chaud, ça, effectivement, c'est une autre affaire. Ça, on ne connaissait pas. Alors. Merci encore. Autrefois, on disait que quand on allait, si quelqu'un allait vers un trou noir ou parvenait à la limite pour pénétrer dans le trou noir, il y avait annihilation totale de la matière. Est-ce que c'est toujours valable ou pas? Je ne sais pas. Qui a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire l'annihilation totale? Vous voulez dire vraiment l'annihilation, genre en matière, transformation en énergie pure? Oui. Non. Non. Enfin, si quelqu'un a dit ça, c'est une bêtise. Jamais personne n'a pensé ça. D'accord, merci. Oui, peut-être que moi je me trompe, mais j'avais entendu parler de deux théories qui disaient que l'univers était infini et qu'il n'était pas infini. Peut-être que je me trompe, je me rappelle plus exactement parce que ça remonte à un certain temps et je suis pas vraiment sûre de ce que je dis, mais il me semble me rappeler. Oui, donc la question se pose toujours aujourd'hui de savoir si l'espace est fini ou infini. Et donc il y a des développements récents
qui enfin, n'ont toujours pas tranché la question, mais en tout cas, il y a des modèles d'univers fini, avec des structures un petit peu particulières, notamment les univers chiffonnés, mais ça peut être moins compliqué que les univers chiffonnés, qui sont des modèles d'univers fini et qui sont compatibles avec l'essentiel des observations astronomiques. Voilà. Pour l'instant, les observations ne sont pas assez fines pour réellement trancher entre l'univers fini et l'univers infini. Bien, je crois que si on veut en savoir encore plus sur ce que tu nous as dit ce soir, et tu nous en dis beaucoup, eh bien, on renvoie à ton livre que tu as publié il y a quelques mois déjà, hein, qui s'appelle déjà Donc, Le destin de l'univers, trou noir, énergie sombre. Voilà, merci. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le mardi 4 septembre. Je ne sais pas si vous avez trouvé ce programme des conférences qui est maintenant bouclé jusqu'au pratiquement au mois de janvier. Vous aurez la première conférence sera le 4 septembre par Hervé Le Treut sur les modèles climatiques. Ça fait un peu pendant de la conférence qui a eu lieu sur la volcanologie où le point de vue était un petit peu différent. Nous aurons ensuite Michel Morette sur les étoiles filantes et les micrométéorites, la recherche qui est faite en particulier en Antarctique. Et ensuite Jacques Lascar, Olivier Lefebvre et en janvier Jean-Marc Lévy-Leblond. Voilà. Et puis aussi Jean-Paul Zahn au mois de février qui viendra nous parler des étoiles et du soleil. Et je continue à concocter un programme jusqu'en juin 2008. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous en septembre.